plein de gens de la région et d'ailleurs peut-être. Donc vraiment merci d'être venu ce soir parce que on va parler de choses importantes quand même pour nous en tant que personnes, pour nos familles, pour nos enfants dans le futur, pour notre société, notre santé, nos relations sociales, nos relations internationales. Vous allez voir, moi je suis un obsédé de la monnaie, de la finance et de l'économie parce que j'ai eu l'impression depuis 4 ans que j'étudie ce sujet-là que c'est quand même à la racine de plein de choses et de plein de problèmes qu'on a tendance à interpréter comme des problèmes contre lesquels il faut lutter, mais des fois on ne se rend pas compte que ces problèmes-là sont souvent des conséquences d'autre chose, d'un problème plus grand en amont qui est parfois difficile à détecter. Et donc on a tendance souvent à se battre contre des conséquences, contre des choses, voilà, contre la lutte de tous contre tous dans les entreprises, contre l'environnement qui se dégrade, contre le pillage des ressources, etc. On a envie de se bagarrer contre ça, évidemment, c'est génial, parce que ça, on a envie parce que ça se voit. Donc on a envie de lutter et de dire, voilà, il faut avoir des meilleures relations entre nous, il faut essayer de se comprendre, il faut arrêter de piller la planète, etc. Mais bon, et s'il y avait une autre source en amont de ce qu'on voit, s'il y avait autre chose en amont de tout ça qu'on ne voit pas et qui entraîne tout ce qu'on voit, ça serait peut-être mieux de le savoir et d'essayer de se dire « Ah d'accord, j'ai compris, il vaudrait peut-être mieux lutter sur ce qu'on ne voit pas d'abord et peut-être qu'après on aurait des conséquences différentes. » Donc voilà, c'est ça qu'on va essayer de voir ensemble ce soir avec des petites activités, vous allez voir, c'est un peu ludique. Et donc pourquoi est-ce que moi je me suis intéressé à tout ça? C'est parce que tout simplement, je ne suis pas économiste, hein, je vous le dis tout de suite, hein. Je ne suis pas spécialiste au départ de la monnaie ni de la finance. Je suis metteur en scène de théâtre au départ et comédien. Donc ça n'a vraiment rien à voir a priori, c'est artistique. Et alors pourquoi je me suis intéressé à ça depuis 2009-2010 en gros? Et pourquoi je m'y suis tellement intéressé qu'au bout du compte ça a fini par faire un bouquin qui s'appelle justement Les secrets de la monnaie, changer la monnaie pour changer le monde. C'est parce que je me suis dit, en 2008 et 2009, j'ai vu des gens qui perdaient leur maison, qui se retrouvaient à la rue avec leurs enfants, sans boulot, sans maison, qui étaient obligés de vivre dans des mobil-homes ou dans des tentes. Et j'ai eu envie de comprendre qu'est-ce qui se passait. Pourquoi des gens devenaient pauvres du jour au lendemain. Et je voyais aussi d'autres gens, parce qu'à l'époque je voyageais pas mal, et donc je voyais des gens à Cannes, et puis 8 jours après à Megève, et puis 8 jours après dans un autre endroit de vacances, qui avaient 15 studios à Paris et qui étaient en train d'acheter leur deuxième résidence secondaire et un yacht en même temps. Qui gagnaient, il y a des gens qui gagnent 10 000 fois plus que d'autres. Et dans des périodes antérieures de ma vie, j'ai été entrepreneur, j'ai monté des entreprises, et je sais ce que c'est que de bosser jusqu'à 10 h du soir pour gagner de l'argent, je sais ce que c'est que de faire sa comptabilité, et je sais à quel point, et vous le savez sûrement, s'il y a des artisans ou des commerçants dans la salle, vous savez à quel point c'est difficile de gagner des sous. Et donc quand je voyais des gens qui gagnaient 10 000 fois plus que d'autres, qui se payaient tout ce qu'ils voulaient, qui étaient en vacances tout le temps, et d'autres qui étaient dans la rue, je me suis dit, c'est pas possible, ils sont pas 10 000 fois plus intelligents. Je me suis dit, c'est pas possible, ils travaillent pas 10 000 fois plus, c'est humainement impossible. Donc, il y a un truc. Je me suis dit, il y a un truc. C'est pour ça qu'il y a un chapeau de magicien. On va s'en servir tout à l'heure. Et donc, je me suis mis à creuser. Et si on se pose la question de savoir qu'est-ce qui fait la différence entre les très riches et les très pauvres, c'est qu'il y en a qui ont beaucoup d'argent, d'autres qui n'en ont pas. Hein, ça me semble assez logique. Et l'argent, c'est quoi? C'est la monnaie. C'est d'avoir soit des billets dans sa poche, soit des numéros sur son compte en banque. Si on a 6 numéros sur son compte en banque, c'est mieux que d'en avoir 2. Ou d'être en dessous, d'être à moins en dessous de 0. Donc je me suis dit, la différence, elle doit avoir quelque chose à voir avec la monnaie, quand même. S'il y a des gens qui ont plus de monnaie que d'autres, c'est parce qu'il y a un truc au niveau de la monnaie. Et là, je me suis mis à chercher. Et là, je me suis mis d'abord à regarder des tas de vidéos sur Internet, à commander des tas de bouquins sur Amazon, à les lire, à lire des tas d'articles, des tas de livres, à rencontrer aussi des gens, des économistes, des journalistes, des mathématiciens, des spécialistes de tous ces domaines-là. Et on a passé des heures à discuter. Et j'ai passé des heures à essayer de comprendre ce qu'ils me disaient. Et je ne comprenais pas toujours ce qu'ils me disaient, parce que des fois c'est compliqué le langage des économistes et des mathématiciens. Et ça m'est arrivé bien souvent, après des discussions comme ça avec des mathématiciens ou des économistes,
d'avoir un éclair et de me dire attends, ça y est, je crois que j'ai compris. Et donc j'arrêtais la conversation et je disais aux gars, à force, avec certains je suis devenu ami, et je leur disais bon attends, je crois que j'ai compris. Ce que tu es en train de me dire, c'est qu'il se passe ça, et donc ça et ça. C'est ça que tu es en train de me dire. Et là, bien souvent, ils me disaient bon, tu simplifies beaucoup, mais oui, en gros, ouais, c'est ça. Et moi je disais mais non, Dieu, mais c'est ça qu'il faut dire aux gens. Là, ce que tu me racontes depuis 2 heures, je comprends rien. Tu dis ça à n'importe qui, personne ne comprend rien. Par contre, moi, comme je te l'ai dit, tu vas voir, tout le monde va comprendre tout de suite. Et là, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. Donc, je me suis mis à faire des petites vidéos sur Internet, et puis j'ai fini par écrire ce bouquin, qui explique tout ça. Et donc, ce qui est très encourageant, c'est que ce que j'ai trouvé, et je ne suis pas le seul à avoir trouvé, alors là, je peux vous dire que maintenant, on est des milliers dans le monde à faire le même travail, à arriver aux mêmes conclusions, à proposer finalement les mêmes genres de solutions. Et il y a même des banques centrales, des banques officielles au plus haut niveau, au Fonds monétaire international, il y a même des économistes qui commencent à avoir la même analyse, à proposer les mêmes solutions. Donc tout ça est important de le savoir. Pourquoi c'est important? Parce que si on a une société telle qu'on la constate, où tout le monde se tire dans les pattes, où il y a des tensions internationales sans arrêt pour accéder à tel pays, à telle ressource ou dominer telle partie du monde, s'il y a des telles tensions sociales dans les entreprises, dans la rue, dans les syndicats, à tous les niveaux, si tout le monde a l'impression qu'on a, tout le monde est en train de se bagarrer les uns contre les autres. Et bien si ces comportements-là, si ces données-là de notre société telle qu'on la constate, tiennent à une organisation mal foutue du système monétaire et de la distribution de la monnaie, c'est important de le savoir, mais c'est aussi très encourageant parce que ça veut dire que si on comprend, et que si on met en place d'autres systèmes, des systèmes plus équitables, plus juste, où il y ait moins d'inégalités, où il y ait moins de prédation, où il y ait moins de pillage des ressources, et bien peut-être que si on change le système qui cause toutes ces inégalités-là, peut-être que si on met en place un système plus juste, peut-être qu'on aura une société plus juste. C'est pour ça que j'ai appelé mon bouquin « Changer la monnaie pour changer le monde ». Parce que si on change la monnaie telle qu'elle est fichue en ce moment, peut-être qu'on aura une meilleure société derrière. Donc voilà pourquoi je suis passionné de ce sujet-là, parce que vraiment c'est quelque chose de profond et capital et qui n'est pas évident à comprendre. Alors, par contre, j'ai posé une petite question à tout le monde, on est nombreux ce soir, je ne sais pas combien on est, mais pas loin d'une centaine je pense. Est-ce que parmi vous, si un jour, j'espère que ça n'arrivera jamais, à Dieu ne plaise, mais si un jour parmi vous quelqu'un devait apprendre une mauvaise nouvelle, genre, vous êtes malade, voilà, il vous reste 6 mois ou 1 an, bon, je rigole, c'est pas drôle. Et donc, est-ce qu'il y a des gens parmi vous qui préféreraient le savoir tout de suite, qu'on leur dise et qu'ils fassent ce qu'il faut pour s'en sortir, mais est-ce qu'il y a des gens, je vais vous demander de lever la main, qui préféreraient ne pas être au courant, qu'on ne leur dise pas, rester dans l'ignorance? Ah, là, je dis chapeau. Ah, vous préféreriez qu'on vous dise ça? Alors là, je suis désolé, mais je veux dire, il faudrait mieux que vous restiez pas. Il faudrait mieux que vous alliez boire un coup, ou manger une galette chez Joël. Il est Joël, il est là-bas. Parce que je vous préviens, j'ai pas des bonnes nouvelles. Mais bon, ça ne concerne pas la santé. Donc ça va. Ah bah alors c'est pour ça. Mais j'ai pas des bonnes nouvelles. Ce que j'ai à vous dire ce soir, c'est énervant. Hein. C'est pas. Il y a un monsieur qui m'a dit, j'ai pas amené mon pistolet. Je lui ai dit c'est dommage parce qu'en sortant on fait la révolution. Mais bon. Donc vous restez quand même? Bon, c'est gentil. Alors, vous avez vu que je vous ai donné ces petits papiers là. Parce que vous allez voir que dans cette conférence, il y a 2 questions qui tuent. 2 questions vraiment fondamentales. Ah, il n'a pas eu le monsieur. Pardon. Donc les 2 questions qui tuent, il y en a 2. On va commencer par la première. C'est ce que vous avez vu sur le petit bout de papier. Qui émet et qui distribue la monnaie? C'est la question fondamentale, parce que s'il y a une asymétrie, s'il y a une différence, une inégalité dans ce système de distribution, c'est très important. Alors, vous avez vu qu'il y a 4 réponses possibles dans qui émet et qui distribue la monnaie. Il y a l'État, la Banque centrale, les banques ordinaires ou les citoyens. Alors, on va faire le petit quiz, le petit QCM, questionnaire à choix multiples.
Si on se pose la question, là, tous autant qu'on est, une centaine, savez-vous qui émet et qui distribue la monnaie? Levez la main les gens qui pensent que c'est l'État. Levez la main pour voir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est plutôt la droite qui pense que c'est l'État. Il y a quand même 5, 6, 8 personnes qui pensent que c'est l'État. Levez la main les gens qui pensent que c'est la Banque centrale. La Banque de France ou la Banque centrale européenne. Ah, il y a du monde. Oh, j'ai bien fait de venir. Bon. Qui pense que ce sont les banques ordinaires? Quand je dis banque ordinaire, c'est les banques du coin de la rue, hein, le Crédit Lyonnais, la BNP, etc. Ah, il y en a quand même. Ah, il y en a quand même. Ah bon? Ah, mais vous avez lu le livre, vous? Ah, c'est ça. Il y a des initiés. Il y a des délits d'initiés, là. Faudra rien dire, hein. Faut laisser les gens découvrir. Qui pense que c'est les citoyens? Levez la main. Pourquoi le dernier rang lève la main tous ensemble? Les citoyens là-bas. Il y en a 5 qui lèvent la main, ils sont tous les uns à côté des autres. Il y a un complot. Il y a un complot. Bon, bah c'est bien, c'est des bonnes proportions. On va bien s'amuser ce soir. Bon. Alors, d'abord, bon, cette question-là, ceux qui soit ont lu le livre, soit se sont un peu déjà renseignés, déjà au départ, il y a une ambiguïté. Quand je dis, savez-vous qui émet et qui distribue la monnaie? La monnaie, c'est quoi la monnaie? Est-ce que quelqu'un sait, par exemple, dans une journée normale, je ne sais pas, dans toute la France, par exemple, il y a plein d'échanges monétaires qui se font, il y a plein de monnaies qui transitent d'un compte à un autre, il y a plein de billets qui changent de poche, qui sortent d'une caisse, qui rentrent dans une caisse, etc. Bon. Sur un nombre de transactions monétaires de 100, à votre avis, quel est le pourcentage de transactions monétaires qui se font avec des pièces ou avec des billets? Avec de la monnaie, comme ça, de la monnaie, quelqu'un sait le mot? C'est la monnaie fiduciaire. Voilà. Vous allez l'entendre tout au long de la conférence. Les pièces et les billets, en langage économique, ça s'appelle la monnaie fiduciaire. Donc sur une journée globale, si on compte, attendez, si on compte tout, si on compte les achats dans les commerçants, les boulangeries, etc., si on compte les virements qu'on envoie, nous, je sais pas, pour Internet, pour le téléphone, pour l'électricité, si on compte les prélèvements automatiques, que d'autres sociétés viennent prendre sur notre compte et se font payer. Si on compte, je ne sais pas, les virements internationaux, par exemple, entre entreprises. Si on compte, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Toutes les cartes bancaires, toutes les opérations par carte. Et que ça, disons, ça fait 100%. Tout ça, toutes ces transactions-là. Quel est le pourcentage de ça qui se fait avec de la monnaie fiduciaire, avec des pièces et des billets, à votre avis? Moins d'1% et moins de 10%. Bah, c'est entre les deux. C'est entre les deux. C'est pas beaucoup. Déjà, on sait que c'est pas beaucoup. Bon, c'est une toute petite partie de l'ensemble des transactions. Et c'est variable, en fait. Vous pouvez avoir raison à un moment donné, et monsieur peut avoir raison à un autre moment, parce qu'en fait, ça dépend un peu des saisons, ça dépend un peu des années, ça dépend un peu des périodes de l'année. Il y a des fois, je sais pas, pendant les vacances, par exemple, il y a plus de monnaie fiduciaire, de cash, de liquide qui circule. Ça dépend des pays aussi. Il y a certains pays qui aiment avoir plus de liquide dans les poches que d'autres. Et puis il y a des gens qui, par exemple en France, les gens ont beaucoup plus l'habitude de payer par carte, donc il y a moins de monnaie pièces et billets, moins de monnaie fiduciaire. En gros, on va dire c'est 95,5 à peu près. 5% avec du liquide, 95%, c'est-à-dire tout le reste, c'est pas avec de la monnaie billet. Alors c'est avec quelle monnaie? C'est la monnaie scripturale. Alors la monnaie scripturale, ça vient de écriture, scripturale, écrire, scripture, les écritures, tout ça, c'est la même racine, c'est du latin. Et donc, ça veut dire de la monnaie qui est écrite. Elle est écrite où, cette monnaie-là? Sur les ordinateurs des banques et sur nos relevés papier. Quand on les reçoit, on a toutes nos transactions, les plus, les moins, les plus, les moins, et en bas, on a le solde. Si on est à plus 5000 sur son compte courant, on sait qu'on a encore 2 ou 3 mois d'avance de dépenses. Si on est à zéro, on est à zéro, on ne peut rien acheter. D'accord? Donc cette monnaie-là, c'est la monnaie scripturale. Elle n'existe que sous forme écrite. Et on peut même dire qu'elle est de moins en moins imprimée sur des bouts de papier, elle réside quasiment seulement sur des ordinateurs. Parce que quand vous achetez, madame, quelque chose à monsieur qui est boulanger, par exemple, quand vous lui achetez un gâteau et que vous payez par carte de crédit,
si vous êtes au Crédit Lyonnais et que monsieur il est au Crédit Agricole, votre compte au Crédit Lyonnais, il est débité du prix du gâteau, votre compte il descend, et le compte de monsieur qui est au Crédit Agricole, il monte du prix du gâteau. Ça fait ça. C'est une balance entre vous deux, la transaction. D'accord? Mais s'il n'y a pas d'argent, vous ne pouvez pas réaliser. Parce que vous ne pouvez pas descendre en dessous de zéro. Et donc le principe, il est très simple, c'est que quand vous achetez à monsieur, votre banque, le Crédit Lyonnais, dit à la BNP, mettez 15 € sur le compte de monsieur. Donc ça part de chez vous. Le Crédit Lyonnais, il baisse votre compte de 15 €. Et ensuite, il dit à la BNP, donnez 15 € en plus à monsieur qui est ici. Ça passe par les banques en dessous. Vous allez voir, c'est important parce qu'il y a un système de compensation entre elles, entre les banques. Avec, écoutez bien, un autre type de monnaie. Un troisième type de monnaie, qui n'est pas de la monnaie fiduciaire, ni de la monnaie scripturale. Bon, donc déjà, on a vu le principal, c'est qu'on a deux types de monnaie. Donc quand on dit qui émet et qui crée la monnaie, est-ce qu'il vaut mieux s'intéresser aux pièces et aux billets ou aux chiffres sur les comptes bancaires? Sachant qu'il y a 95% de chiffres sur les comptes bancaires, qu'on va appeler à partir de maintenant de la monnaie bancaire, d'accord, par opposition à la monnaie fiduciaire, eh bien, quand on sait qu'on a 95% de nos transactions qui sont réalisées avec de la monnaie bancaire, c'est ça qu'il faut savoir, c'est à cette monnaie-là qu'il faut s'intéresser, savoir d'où elle vient, d'où elle sort, qui la crée, qui la distribue, qui l'émet dans la société, et comment, de quelle façon. C'est ça le truc qui est important. Alors, on va parler tout de suite, justement, de la deuxième question la plus importante, qui est la deuxième question qui tue. Et vous allez voir que c'est profondément relié à l'émission de la monnaie. C'est le paradoxe de la belle-sœur. Alors, on a tous dans notre famille un beau-frère, une belle-sœur, un frère, une sœur, un papa, une maman, ou nous-mêmes, qui a déjà acheté quelque chose à crédit, qui a déjà été dans une banque pour se faire donner un crédit. Alors je vais prendre l'exemple de la belle-sœur. On va dire c'est la belle-sœur, voilà. Ça fait 10 ans qu'elle a un petit terrain, et là, depuis 10 ans, elle rêve de se construire une petite maison sur son terrain. Elle a fait faire des devis par tous les ouvriers, le maçon, le carreleur, le plombier, l'électricien, et elle a eu ses devis pour faire sa maison, et elle sait qu'au total, il y en a pour 100 000 €, à peu près. Et vous allez voir que c'est complètement relié à ce qu'on vient de dire sur la monnaie, et sur la monnaie bancaire. Et donc, on est un lundi matin, normal. Elle a fait tout son petit dossier pour avoir ses 100 000 €, parce qu'elle rêve vraiment de se faire construire sa maison. Elle a fait tout son petit dossier. Qu'est-ce qu'il y a dans un dossier de banque pour faire une demande de crédit? Qu'est-ce qu'on met? Qu'est-ce qu'il demande le banquier? Donc les fiches de paye. Voilà. Les derniers quoi? Les derniers relevés de compte. Bah oui, mais il les a. C'est lui le banquier. Il les demande quand même. D'accord? Donc il demande les relevés de compte, il demande les fiches de paye, il demande les pièces d'identité, les photocopies des pièces d'identité, je sais pas, l'état civil, plein de trucs. Il faut remplir quand même un gros dossier. Et il prépare le certificat médical et il prépare, lui, un document qu'on appelle l'accord de prêt, l'offre de prêt. L'offre de prêt ou l'accord de prêt, un des deux. L'offre de prêt, voilà. Et donc on va dire que on a donc notre belle-sœur qui a rendez-vous avec son banquier un lundi matin à 11 h du matin pour aller recevoir ses 100 000 €, pour aller signer son offre de prêt. Et le banquier lui a dit, écoutez, moi j'ai fait la simulation, tout va bien, vos fiches de paye, tout ça, ça colle, ça dépasse pas un tiers de vos revenus. J'ai fait la simulation, normalement ça passe, donc venez lundi à 11 h et on pourra signer. Et donc la question qui tue, écoutez bien, parce que là c'est très important. Il est 11 h moins le quart. La belle-sœur, elle arrive à la banque. Elle sait qu'elle va avoir son prêt, qu'elle va le recevoir. Il est 11 h moins le quart. Au moment précis où la belle-sœur pose sa main sur la poignée de la porte de la banque, où sont les 100 000 €? Ils n'existent pas. Dans les fonds de réserve de la banque. Dans les fonds de réserve de la banque. Dans le sous-sol, dans les coffres. Est-ce garantie centrale? Est-ce garantie centrale? Dans les flux entre ordinateurs. Ils sont là quelque part. Mademoiselle? Là je dis chapeau, mais attendez, on va pas anticiper. Ah, ça c'est intéressant.
dans tous les placements sur les comptes épargne, sur les comptes courants des autres gens, de ceux qui ont fait des dépôts. C'est ça qu'on croit. C'est ça qu'on croit. Mais non. Mais non. Et donc là, je vais avoir besoin de 2 volontaires pour venir rejouer la scène qui va se dérouler chez le banquier. Voilà. Il me faut une belle-sœur et un banquier. Ah, oh là là. Oh, attention. Ah oui. Donc je suis la belle-sœur. Venez. C'est vrai. C'est vraiment le beau-frère et la belle-sœur. Ça va mal finir, moi je vous le dis. Non, pas de problème. Donc, mettez-vous bien, voilà, en face de votre cliente. Hein. Et donc, alors ceci, c'est le chapeau magique qui va permettre de créer de l'argent ex nihilo. Et donc, il y a la baguette magique ici. Et donc, le chapeau, il est vide, comme vous pouvez le constater. Hein, je vous fais voir, il est parfaitement vide, n'est-ce pas? Oui, Hein, vous pouvez dire, il est vide. Hein, bon. Donc, vous voyez, quand on fait ça, ça montre bien qu'il est vide. Alors, et donc je vais le donner au banquier et on va jouer la scène. On va voir ce qui se passe. Tenez, voilà. Donc c'est la belle-sœur qui prend la parole d'abord et voilà, qui dit, je ne sais pas ce qu'elle a à dire. Bonjour monsieur le banquier. Bonjour. Voilà, vous m'avez dit que je pouvais avoir 100 000 euros, donc j'aurais bien voulu avoir mes 100 000 euros. Eh bien, je vous ai préparé votre offre de prêt que vous allez signer. Bravo. Je vous ai préparé votre offre de prêt que vous allez signer. Et Elle est là, elle est là. Elle est là. Voilà. Vous avez toutefois un délai de rétractation de 7 jours. Et Ah, je peux pas les avoir aujourd'hui? Ah non, parce que la loi nous impose un délai de rétractation de 7 jours. Vous avez 7 jours pour réfléchir. Mais je pense que c'est tout réfléchi. Oui, Alors oui. là, on va modifier un peu la réalité parce que faut les créer tout de suite, quoi, tu vois. Donc on raccourcit le délai de 7 jours. Ça va être 30 Sinon, secondes. vous êtes obligé de revenir la semaine Bah prochaine. voilà, c'est pour ça. Oui. En fait, elle a renoncé à son délai de 7 jours. Voilà, on va dire ça. Voilà. Donc, bah écoutez, puisque vous êtes d'accord, nous sommes d'accord, je vais... Attendez, elle n'a pas signé. Ah non. Faut qu'elle signe. Tenez. Je signe. Non. Bon pour la somme. Avec du sang. Faut signer. Ça va peut-être saigner ici. j'ai mis Ouais. le truc. Voilà. Bon Voilà. pour la somme de 100 000 euros. Voilà, Voilà. bon pour la somme. Allez, Je reconnais avoir été informé Oui. par mon beau-frère. qu'en cas de non-paiement de la somme Oui. prêtée par le prêteur, Ouais. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? mes biens pourront être saisis. Saisi. Lui est approuvé. Lui est approuvé. Bon. Et donc maintenant, voilà. Le mot magique, c'est... Argent, où es-tu? Non, Non, c'est du latin, c'est ex nihilo. j'ai pas fait de date. Hein. Ah bon? Ex nihilo, ça veut dire Soufflez. sorti de rien. Ouais. Oh. Vous êtes sûr qu'il y a 100 000 euros, là? Il n'y en a pas beaucoup. Bon, ben, merci beaucoup. Je vais aller payer... Non, il faut d'abord qu'il fasse le travail. Le travail est commencé, donc Oui, je peux oui, aller oui, payer- oui, je peux oui. aller payer le maçon. Allez-y, allez-y. Bon. Merci, on les applaudit bien fort quand même. Donc voilà, la conférence est terminée, vous avez vu comment ça marche. Donc merci, au revoir, à la prochaine fois. Donc, alors, bon, évidemment, c'est pas un chapeau magique, évidemment. Il n'y a rien de magique parce que tout est parfaitement calé, tout est parfaitement légal, prévu, comptabilisé, etc. Mais on a vu à l'instant tout à l'heure que ces 100 000 euros-là, c'est 100 000 euros qui n'existaient pas avant. Ils sont sortis de quelque part. Bon. Comment c'est possible que 100 000 euros, tout d'un coup, comme ça, se mettent à exister? Alors, est-ce qu'il y a des comptables dans la salle? Ou un comptable, ou quelqu'un qui connaît un peu la comptabilité, un artisan, un commerçant, qui sait ce que c'est qu'un bilan, par exemple? Oui? Non? Oui? Oui, voilà. Donc un bilan, vous me corrigez si je dis des bêtises, un bilan, c'est une photographie à un instant T de ce qu'on a et de ce qu'on doit. Hein? Il y a deux parties, il y a deux colonnes.
Une colonne à gauche, c'est l'actif, et une colonne à droite, c'est le passif. L'actif, c'est ce qu'on a. Le passif, c'est ce qu'on doit à l'extérieur. Par exemple, si vous avez une maison qui a une valeur de 150 000 euros sur le marché, vous avez 150 000 euros d'actifs. C'est à vous. Mais si sur cette maison-là, vous avez encore 50 000 euros à rembourser sur une dette, bah, vous avez 50 000 euros de passif. Donc votre vrai capital, c'est quoi? C'est 100 000 seulement. Et donc l'actif, c'est ce qu'on a, le passif, c'est ce qu'on doit, 50 000, et la différence, c'est le capital, qui se met aussi du côté du passif. Et les deux colonnes s'équilibrent toujours. Il y a toujours le même total des deux côtés. Donc, comment est-il possible de créer 100 000 euros ex nihilo? 100 000 euros qui n'existaient pas auparavant. Il y a un élément clé, c'est ce papier-là, que la belle-sœur vient de signer. C'est une offre de prêt, mais c'est quand même assez bizarre que pour une personne qui rêve depuis 10 ans d'avoir une petite maison, on lui dise « Est-ce que vous êtes sûr que vous voulez qu'on vous prête 100 000 euros ?» Alors qu'elle ne demande que ça. C'est parce que ce papier-là, il a aussi un autre rôle, c'est d'être un engagement de la personne de rembourser les 100 000 euros. Donc ça a une certaine valeur, parce que ça veut dire qu'elle a pris un engagement, sous peine de se faire reprendre sa maison ou d'avoir des ennuis avec les huissiers, elle a pris un engagement d'aller chercher 100 000 euros pour les ramener à la banque. On lui a prêté, mais c'est momentané. Il va falloir qu'elle les ramène. Et il va falloir qu'elle ramène aussi les intérêts. Les intérêts sur 100 000 euros sur 20 ans, à 4 ou 5%, c'est encore 100 000 euros de plus. Donc ça veut dire qu'il va falloir qu'elle ramène le double sur 20 ans. Donc, cet engagement-là, bah, il vaut des sous. Moi, si vous me donnez un papier sur lequel il y a marqué « Madame Untel s'engage à payer, à vous rendre 100 000 euros » et que vous me le vendez, je veux bien l'acheter. Parce que je sais que je vais pouvoir récupérer 100 000 euros avec cette dame-là. Donc, ça a une certaine valeur pour la banque qui va recevoir cet argent-là. Et donc, une valeur, quand on possède quelque chose qui a de la valeur, on le met où? À l'actif. Eh oui. Donc, pour le secteur bancaire, cette reconnaissance de dette de 100 000 euros, c'est un actif. Elle peut le mettre à son actif, à gauche. Ce qui l'autorise, par la vertu tout à fait symétrique de la comptabilité en partie double, d'augmenter également le passif du même montant. Il y a un nouvel actif qui est la reconnaissance de dette de la belle-sœur qui vient côté gauche rajouter 100 000 euros qui n'existaient pas auparavant. Et au passif, il y a aussi 100 000 euros qui viennent s'ajouter ici. Et ce sont ces 100 000 euros-là de passifs qui sont créés en même temps que l'actif, simultanément, qui deviennent le futur argent qui va être déposé sur le compte de la belle-sœur. Et le lundi après-midi, quand elle va regarder son compte bancaire sur Internet, autant le dimanche, elle était à zéro, elle n'avait rien, elle ne pouvait pas s'acheter de maison, elle ne pouvait pas payer son plombier ni son maçon, autant là, tout d'un coup, elle a 100 000 euros de plus. Et alors, qu'est-ce qu'elle va en faire de ces 100 000 euros ? Elle nous a déjà indiqué ce qu'elle allait en faire, elle le savait. Qu'est-ce qu'elle va faire? Bah, elle va tout de suite aller voir le maçon, le carreleur, le plombier, tous les fournisseurs, et elle va leur dire, ok, bon, bah, c'est bon, le devis, je le signe, et je vous donne 30% d'acompte, ou 40% d'acompte. Et elle fait des chèques. Elle distribue de la monnaie à des gens qui font partie de la société. Et donc, ce nouveau crédit, qui n'existait pas auparavant, qui existe finalement grâce à l'accord qu'elle a avec le banquier d'une part et elle d'autre part, c'est-à-dire le banquier a une envie de prêter et elle a une envie de se faire prêter de l'argent, de se faire créditer de la nouvelle monnaie. Il faut arrêter de dire prêter, emprunter. Il faudrait dire, mais je reconnais que c'est un peu compliqué, il faudrait dire aller dans une banque qui a le privilège d'émettre du crédit pour recevoir de la monnaie nouvelle qui n'existait pas avant. Je reconnais que c'est un peu long. Mais c'est ça qu'il faudrait dire pour décrire vraiment la réalité. Et donc, ces 100 000 euros qu'elle a été chercher à la banque, qui a le privilège de les créer par cette opération comptable, eh bien, ces 100 000 euros, quand elle va les dépenser, ils vont devenir de la monnaie nouvelle pour tout le monde. Parce que là, on est une centaine. Supposons qu'on regarde tous nos comptes bancaires et qu'en moyenne, pour simplifier, on ait 1 000 euros chacun, notre solde. Hein, sur notre compte, voilà. On regarde notre compte, on a 1 000 euros. Bon, il y en a qui ont 10 000, d'autres peut-être 100 000, d'autres peut-être qui sont à découvert, mais disons que la moyenne, c'est plus 1 000 euros chacun. Et on est 100. On a combien d'argent à nous tous? Le pot commun. On a 100 000. Et donc avec cet argent-là, on le fait circuler de l'un à l'autre. Il y a 15 euros qui passent de madame au boulanger, après le boulanger il paye sa facture au garagiste 15 euros, etc. Cet argent-là, il circule parmi nous.
C'est ça qui nous permet de faire nos transactions quotidiennes. C'est ça qui nous permet d'acheter nos trucs, de vendre nos trucs, de vendre nos services, nos objets si on est commerçant, de recevoir nos salaires, etc. C'est cette masse monétaire-là qui permet nos transactions. Et là, grâce à une belle-sœur qui se fait construire une maison, tout d'un coup, au lieu d'avoir 100 000 euros dans notre groupe, on a combien maintenant? On a 200 000. Parce qu'elle a dépensé 30 000 pour le monsieur qui est maçon là-bas, elle a dépensé 20 000 pour le carreleur qui est ici, 10 000 pour le plombier qui est là, mettons qu'elle dépense ces 100 000 euros. Et bien qu'est-ce qu'il va faire le plombier? Il va aller acheter un gâteau pour fêter ça, ou il va aller manger à la crêperie pour fêter ça. Et donc, le fait qu'une belle-sœur se soit fait créer 100 000 euros de plus et qu'elle le dépense dans l'économie, ça fait des nouvelles transactions qui peuvent se réaliser. Parce que si à la crêperie, par exemple, il n'y avait personne, mettons Joël là-bas, il était devant le pas de sa porte avec son serveur ou son cuisinier, la personne qui l'aide, et puis il était en train de fumer sa petite cigarette en attendant les clients, la crêperie est vide. Et il était justement ce soir-là en train de dire à son serveur, bah écoute, je sais pas si je vais pouvoir te garder, parce que regarde, c'est la crise, il n'y a pas un chat dans la crêperie, franchement, je pourrais aussi bien te mettre à la porte, je me débrouillerai très bien tout seul, la pâte à crêpes est prête, les œufs sont là, le fromage est là, le jambon est prêt, je peux me débrouiller tout seul, tu parles, je vais avoir 5 clients. Donc demain, tu iras pointer chez Paul. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et là, tout d'un coup, il y a le maçon qui vient d'avoir son chèque de 30 000 euros grâce à la belle-sœur. Il a emmené toute sa famille à la crêperie. Ils arrivent à 10. Eh bien, qu'est-ce qu'il fait, Joël? Il dit, oh, nom de Dieu, il y a du monde, c'est plein. Non, tu te barres pas, tu te mets pas au chômage, tu restes, il y a du boulot. Et puis, supposons qu'il y ait plein de belles-sœurs ce soir-là qui ont emprunté plein de maisons. Eh bien, il y a plein de plombiers qui vont venir manger à la crêperie va être archi pleine. Joël, il va être obligé d'embaucher des nouveaux serveurs pour tenir le choc. Et donc, c'est pas un problème qu'il n'y a pas assez de pâte à crêpes ou qu'il n'y a pas assez de fromage ou d'œufs. Le problème, c'est que avant, il n'y avait pas assez de monnaie pour nos comptes en banque pour permettre à tous les plombiers d'aller au restaurant et de faire marcher tous les restaurants et d'embaucher plein de serveurs. Mais le fait qu'il y ait quelqu'un qui ait pris un crédit, qui ait reçu de l'argent nouveau et qui le dépense, eh ben, ça permet de réaliser des transactions nouvelles qui ne pouvaient pas se réaliser auparavant. Et du coup, ça fait de l'activité, et du coup, ça fait de l'emploi. Est-ce que tout le monde a bien compris ça? Bon. Alors, qu'est-ce qui se... Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que cette monnaie nouvelle qui arrive dans l'économie et qui se diffuse dans la société, les économistes disent qui percole ou qui ruisselle dans la société. Cette nouvelle monnaie-là, c'est de la création monétaire. C'est ça la nouvelle monnaie qui arrive dans l'économie. Et donc cette création monétaire-là, d'où elle vient d'un emprunt. Et donc on va voir que ça fait un gros problème qu'elle vienne d'un emprunt. Parce qu'il faut qu'elle les rembourse, le principal, et il faut qu'elle rembourse les intérêts. Il faut qu'elle trouve 100 000 de plus. La question, ça va être, où est-ce qu'elle va les trouver? Supposons maintenant quelque chose. Parce que ça, c'est la création monétaire. Mais alors là, attention, il va falloir être vachement super concentré, parce qu'on va parler de la destruction monétaire. Et là, écoutez bien, hein, suivez-moi bien. Supposons que la belle-sœur, pour une raison ou pour une autre, elle se dise, bah, finalement, cette maison, blablabla, ça va me faire du souci, etc. J'ai envie de tout arrêter, tiens. Allez, j'arrête tout. Supposons qu'elle arrête tout, et supposons qu'elle aille voir son banquier. Et supposons, on peut rêver, que le banquier dise, bon, bah écoutez, vous avez changé d'avis, vous avez le droit, on annule tout, vous me rendez les 100 000 euros que je vous ai donnés hier, et puis, voilà, on déchirera tous les papiers, tout ça, vous ne devez rien. Admettons. Qu'est-ce qui va se passer? Admettons qu'elle aille voir son plombier, puis qu'elle lui dise, écoutez, j'ai changé d'avis, rendez-moi mon chèque. Le plombier, il dit, d'accord, il lui rend ses 30 000. Tout le monde lui rend son argent, du coup, elle se retrouve avec ses 100 000 euros. Elle a réussi à les récupérer. Elle va voir le banquier. Qu'est-ce qu'il fait, le banquier? Supposons qu'il ne lui fasse pas payer les intérêts, puisque ça a duré 24 heures. Eh bien, il va faire exactement le contraire de ce qu'il a fait tout à l'heure. Il va prendre les 100 000 euros, et il va dire, écoutez, je les ai sortis de mon chapeau tout à l'heure, vous me les rendez, je les remets dans mon chapeau. Ils n'existent plus. Ils sont repartis au nihilo. Ils sont repartis au néant.
Et donc, à son passif, les 100 000 euros qu'il avait donnés à la belle-sœur, puisqu'elle lui rend, il avait moins 100 000 ici, qu'il avait donné à la belle-sœur qui, elle, était à plus 100 000. Donc, moins 100 000 plus 100 000, ça fait 0. On remet 0 ici. Et puis lui, il a toujours la reconnaissance de dette ici. Mais bon, qu'est-ce qu'elle vaut maintenant? Elle vaut plus rien, puisque les 100 000 euros, il lui a rendu. Donc la reconnaissance de dette, il la plie, il la déchire, il en fait des petits papiers, il les jette en l'air, et à son actif, il remet 0 aussi, puisqu'il n'a plus la reconnaissance de dette. Du coup, qu'est-ce qui se passe pour nous? On avait que nos 100 000 euros pour faire nos transactions. Joël, il était sur le pas de la porte en train de virer son serveur. Du coup, le plombier, il n'ira jamais au restaurant ce soir-là. Tous les plombiers de la Terre, ils n'iront jamais au restaurant ce soir-là parce qu'il n'y a pas de belles-sœurs qui ont emprunté ce jour-là. Du coup, cette monnaie-là qu'on aurait pu avoir et qui aurait pu augmenter nos transactions, elle est reprise à l'ensemble de la société. Supposons qu'il y ait déjà eu plein de belles-sœurs qui aient diffusé de la monnaie avant, dans le temps, et qu'il y ait des belles-sœurs qui remboursent leur crédit. Parce que là, j'ai dit qu'elle annulait son crédit pour qu'on comprenne bien le mécanisme, mais c'est ce qui se passe à chaque fois que quelqu'un rembourse un crédit. À chaque fois que quelqu'un paye un crédit ou paye une mensualité, il y a une partie du bilan qui diminue au passif et qui diminue à l'actif. Si elle rembourse 1 000 euros sur 100 000, il reste 99 000 au passif, 99 000 à l'actif. Si elle rembourse 1 000 euros le mois d'après, il reste 98 000, 98 000. Si elle rembourse 1 000 euros le troisième mois, il reste 97 000, 97 000. Et à la fin, il reste 0. Donc, si on y réfléchit, le fait de rembourser des crédits détruit de la monnaie. C'est ça la destruction monétaire, c'est ça. Quand quelqu'un gagne sa vie, fait des transactions, récupère de l'argent et rembourse un crédit antérieur, c'est de la monnaie qu'on ne reverra jamais. C'est de la monnaie qui est prise dans la société et qui disparaît au secteur bancaire. Est-ce que tout le monde a compris ça? Oui, mais elle a récupéré 100 000 euros dans sa maison. Elle a un actif de 100 000 euros maintenant, cette belle-sœur. Si elle l'annule pas. Oui, non, mais si elle rembourse son crédit, c'est qu'elle a sa maison. Donc, Oui, bien sûr. Oui. La maison, elle existe, oui, évidemment. C'est une question de monnaie. Oui, c'est une question monétaire, bien sûr. Alors, ce qui est important de savoir, c'est ça. Quels sont les avantages et les inconvénients de ce système-là? D'abord, le gros inconvénient, c'est que... Alors, attendez. Est-ce que ça veut dire, avec un système comme ça, que quand on a besoin de financer quelque chose, quand on a besoin de financer, par exemple, je ne sais pas, des panneaux solaires, une transition écologique, ou, je ne sais pas, des ponts, des routes, des hôpitaux, est-ce que c'est le gouvernement qui décide où va l'argent? Est-ce que c'est l'État qui décide où va l'argent? Est-ce que c'est les citoyens qui décident où va l'argent? Qui décide où va l'argent nouveau dans un système comme ça? Ben évidemment. Alors, attention, d'un point de vue microéconomique, c'est-à-dire d'un point de vue personnel, évidemment que chaque responsable de banque, quand il décide d'attribuer un crédit à quelqu'un qui vient pour se faire construire une maison, sachant qu'il va pouvoir mettre une hypothèque sur la maison en question et donc garantir son employeur, son job, sa famille, etc., il prend une décision parfaitement rationnelle. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'entre attribuer un crédit à quelqu'un qui vient chercher de l'argent pour faire construire une maison et attribuer un crédit à un jeune, par exemple, qui voudrait travailler pendant 1 an sur un truc génial, une nouvelle invention, ou qui voudrait simplement avoir un petit prêt de 10 000 euros pour faire quelque chose, pour créer une entreprise, évidemment, au niveau personnel, au niveau microéconomique, au niveau de la décision pure du responsable de la banque, il va préférer envoyer du crédit sur de l'immobilier plutôt que sur de la création d'entreprise. Et donc forcément que dans un système comme ça, l'argent, les investissements, la finance va plutôt aller vers des investissements sûrs et rentables que sur des investissements qui présentent un risque et qui présentent moins de rentabilité. Et comme il va falloir rembourser plus d'argent que ce qui a été prêté, on ne peut pas accepter de financer quelque chose qui ne va pas rapporter plus que ce qu'on a investi. On est obligé d'investir seulement dans des secteurs qui vont rapporter plus que ce qui a été investi, dans des secteurs rentables. Donc il est hors de question d'investir dans d'autres secteurs qui ne seraient pas rentables.
ou qui serait rentable à très long terme, et qui ne permettrait pas aux emprunteurs de rembourser le principal et les intérêts. Donc on est forcément dans une distribution de monnaie vers des projets qui ne correspondent pas forcément aux biens publics ou aux désirs de la population, mais qui correspondent aux biens et au bien-être et aux intérêts du secteur particulier qui a le privilège d'émettre la monnaie. Donc on a une asymétrie déjà au départ entre les gens qui ont vraiment besoin de créer des choses et les gens qui ont besoin de créer des choses qui soient sûres et qui soient rentables, les émetteurs de la monnaie. Et deuxième chose, et c'est là où on va voir qu'il y a quand même quelque chose qui ne va pas dans le système, la belle-sœur, comment elle va faire pour rendre ses 100 000 euros de principal? Comment elle peut faire? De toute façon, il faut qu'elle travaille, il faut qu'elle bosse, et il faut qu'elle aille faire des transactions avec tout le monde pour les récupérer, ces 100 000 euros. Parce qu'elle les a distribués dans la nature, au plombier, au carreleur, etc., si elle a fait confiance à sa maison, et elle a effectivement sa maison à la fin. Mais pour rembourser la monnaie qui lui a servi à créer ce bien-là, eh bien, il faut qu'elle aille la chercher, la monnaie, dans toute l'économie, dans les poches de tout le monde. Il faut qu'elle arrive à être plus rentable que les autres pour rembourser son principal. Sinon, comment elle peut faire? Et deuxièmement, comment elle va faire pour trouver les deuxièmes 100 000 euros, les 100 000 euros d'intérêt? Comment elle va faire pour les trouver? Et c'est là où on a le paradoxe du mur de briques. Alors, j'ai amené des briques en polystyrène, parce que je viens de Paris, c'est un peu loin en train. Et donc, mais des fois, quand je fais des conférences pas très loin de chez moi, j'ai des vraies briques. J'ai des briques vertes pour figurer la monnaie, et j'ai des briques rouges pour figurer la dette. Comme ça, on voit bien la différence. Donc là, je vais vous demander de faire un petit effort d'imagination, et d'imaginer que ça, par exemple, c'est une brique verte. Ça, on va dire que c'est les 100 000 euros que la belle-sœur a emprunté tout à l'heure. Enfin, qu'elle s'est fait créer pour elle parce qu'elle est allée à la banque qui a le privilège de créer de la monnaie. Donc là, c'est 100 000 euros qu'elle a dépensés dans l'économie, qu'elle a dépensés dans la société. Bon. Pour avoir ces 100 000 euros-là, elle a signé son papier où elle s'engage à rendre 100 000 euros de principal. Et elle s'engage à rendre aussi 100 000 euros d'intérêt. Nous, on avait bien 100 000 euros au départ, et grâce à elle, on a eu 200 000 de masse monétaire, ce qui nous a permis de générer de l'activité et de générer de l'emploi. On a trouvé ça génial. Mais maintenant, comment elle va faire pour rendre ces deuxièmes 100 000 euros-là? Ben, il y a deux solutions. Soit elle est très performante, soit elle est très concurrentielle, soit elle fait des économies sur tout ce qu'elle peut, et elle bosse 2 fois plus que les autres, et elle arrive à récupérer les 100 000 euros qu'on avait entre nous. Elle prend tout l'argent qu'il y avait dans la société, et elle les rend au banquier, qui les met dans sa poche. Elle a récupéré ses 100 000 euros d'intérêt. Mais nous, il n'y a plus d'argent dans la société. On ne peut plus rien faire, c'est la crise, c'est bloqué, on ne peut plus faire une seule transaction parce que tous nos comptes, ils sont à zéro. C'est elle qui a tout pris. Ça, c'est la première solution. Et la deuxième solution, c'est quoi? Pour qu'il puisse y avoir ces deuxièmes 100 000 euros-là dans l'ensemble de la masse monétaire et qu'elle puisse les rembourser. La meilleure solution, c'est qu'il y ait un autre emprunteur qui arrive, un nouvel emprunteur, qui aille voir le même monsieur banquier et qui dise « Écoutez, moi j'ai besoin de 100 000 euros pour construire quelque chose. » Du coup, il va se faire créer 100 000 euros, le nouvel emprunteur. Mais pour avoir ces 100 000 euros, il va falloir qu'il les rende. Et il va falloir qu'il rende aussi 100 000 euros d'intérêt. Donc là, on a 2 briques de monnaie et on a 4 briques de dette à rembourser. Comment on fait? Comment il fait? Alors elle, la première, comme lui, il a créé 100 000 euros, elle peut aller les reprendre parce qu'ils y sont maintenant dans la masse monétaire et elle peut les rendre au banquier. Mais lui, le deuxième, comment il fait pour rendre ces 100 000 euros-là et comment il fait pour rendre ses intérêts au-dessus? Bah, soit il pille tout le monde et il arrive à vider les comptes de tout le monde pour les rendre au secteur bancaire, soit il y a un troisième emprunteur qui arrive et qui dit « Pas de problème, moi je vais emprunter 100 000 euros. » Mais en empruntant 100 000 euros, il s'engage à rembourser 100 000 euros de principal, plus 100 000 euros d'intérêt. Donc comment on fait pour rembourser les dettes ici? Sachant que si on rembourse toutes les dettes, il n'y a plus de monnaie. Et il en reste encore à rembourser.
Donc bah, et pour rembourser ce qu'il y a au-dessus, il faut qu'il y ait encore un nouvel emprunteur qui arrive et qui dise, bah voilà, moi j'emprunte 100 000 euros, comme ça lui, il pourra, celui d'avant, il pourra rembourser ses intérêts. Mais en empruntant mes 100 000 euros, bah, je crée à nouveau 100 000 euros de principal. Le système s'écroule. Le système s'écroule. C'est le mur de la dette. Ça ne peut pas durer. Et c'est là où on en est en ce moment. Donc là, je pense que vous avez compris que c'est la raison principale pour laquelle toutes les entreprises, tous les politiciens, tous les responsables économiques trépignent sans arrêt pour nous dire « il faut de la croissance, il faut de la croissance ». Parce que c'est seulement en ayant de la croissance qu'il va y avoir des nouveaux emprunteurs qui vont arriver pour emprunter l'argent pour que les anciens emprunteurs puissent rembourser leurs dettes et leurs intérêts. Parce que s'il n'y a pas de nouveaux emprunteurs qui arrivent pour que les anciens emprunteurs puissent rembourser leurs intérêts, le système s'écroule. Et on est obligé de menacer les anciens emprunteurs qui ne peuvent plus payer leurs intérêts. On est obligé de les obliger à l'austérité, on est obligé de leur piller leurs biens nationaux. C'est ce qui se passe en Grèce en ce moment. Et donc c'est un système qui est complètement insoutenable. Alors il y a eu certaines époques, en Mésopotamie dans le temps, en Égypte dans le temps, où les puissants avaient compris ça. Ils avaient compris qu'au niveau monétaire, on est dans une augmentation exponentielle. Et que pour pouvoir rembourser des intérêts exponentiels, il faudrait qu'il y ait aussi une croissance exponentielle dans la réalité. Dans les champs de blé et dans les champs de maïs. Il faudrait que les récoltes aussi augmentent de 5% tous les ans. Et à ce moment-là, le système peut continuer. Comme un système de vente à la boule de neige. Ça peut marcher tant qu'il y a des nouveaux qui arrivent. Mais là, on est en 2014 et on a déjà tout transformé en argent. On a transformé en argent nos loisirs. On passe de moins en moins des soirées les uns chez les autres à faire de la musique ou à se raconter des histoires. On est planté devant la télé. On passe de moins en moins de temps à s'occuper de nos anciens. On les met dans des maisons de retraite. On paye pour que d'autres s'occupent de nos anciens. Bien souvent, on n'a même plus le temps de se faire à manger. On paye pour acheter des trucs qui sont tout faits, des conserves ou des surgelés. Et donc tout ce qui pouvait être monétisé, on dit monétisé, c'est-à-dire transformé en argent ou payé, vendu à titre payant, au lieu d'être fait gratuitement pour le plaisir, ça y est, on l'a fait, il n'y a plus rien. Et tout ce qui permettait de s'enrichir en prenant des choses gratuites sur la Terre, le pétrole, l'or, l'uranium, etc., c'est pareil, il y en a de moins en moins. On ne peut plus avoir des augmentations exponentielles de la croissance. Et donc forcément, on se heurte au mur, à la différence entre les mathématiques et la réalité. Et quand je vous disais tout à l'heure en Mésopotamie qu'ils avaient très bien compris ça, c'est que les puissants, au lieu de dire on vous torture, on vous oblige à payer les intérêts, on les veut, comme font les créanciers en ce moment, hein, les banques centrales, ça sert à ça, eh bien les puissants, il y a eu des époques où ils disaient tous les 49 ans, 7 fois 7, 7 fois 7 ans, on fait un jubilé. On annule les dettes. Parce qu'ils avaient compris qu'on ne peut pas forcer les gens à payer quand ils ne peuvent plus payer. On peut les menacer, on peut leur dire tu crèves de faim, mais à la fin ils crèvent vraiment de faim. Donc du coup, personne n'y gagne. Ou ils s'en vont ailleurs. Ils se sauvent. Et ils vont refaire leur vie ailleurs. Et donc à l'époque, on annulait les dettes tous les 49 ans. C'était une arnaque aussi, parce que, bon, évidemment, ça repartait pour 49 ans d'exploitation. Mais on avait compris ce système-là. Alors que là, apparemment, on est dans un monde vraiment où les créanciers veulent absolument être payés. On est dans un système, si vous voulez, où les gens qui ont le pouvoir de l'argent se disent « bah non, non, nous on veut des intérêts, tant pis ». On est un peu dans la position de quelqu'un qui aurait prêté des sous à un gars qui picole, et puis on lui dit bah, « bon, tu continues à picoler, mais tu bosses, tu me donnes ta maison, tu me donnes tes meubles, ce que tu veux, mais moi il me faut mon argent ». On est un peu dans cette démarche-là. Et donc forcément, ça ne peut pas marcher, c'est pas possible d'un point de vue humain. Alors, quelles sont les autres conséquences de ce système-là? Bah, évidemment, on l'a vu tout à l'heure, on a commencé à en parler un petit peu tout à l'heure, ce sont les cycles économiques. Parce que quand tout le monde est d'accord pour emprunter, quand il y a plein de belles sœurs dans l'économie, et quand il y a un désir du secteur financier de créer de la monnaie de cette façon-là, qu'est-ce qui se passe? Bah là, en gros, c'est 75% de l'argent créé, des nouveaux crédits. Où est-ce qu'ils vont? Est-ce qu'ils vont à la créativité? Est-ce qu'ils vont à l'écologie? Est-ce qu'ils vont à la société? Ou est-ce qu'ils vont, par exemple, dans l'immobilier? Ben, ils vont de très loin dans l'immobilier, aux 3 quarts environ. Environ, là, depuis les 10-15 dernières années, il y a entre 10 et 15% de la création monétaire par le crédit qui va dans l'économie réelle.
Tout le reste, c'est dans l'immobilier et dans les marchés financiers. Là où ça rapporte. Là où ça rapporte, là où c'est sûr. Alors, qu'est-ce qui se passe quand la plupart du crédit va dans l'immobilier, par exemple? Qu'est-ce qui se passe? Les gens qui ont des maisons à vendre, quand le crédit est facile à obtenir, à votre avis, il y a plus d'acheteurs ou plus de vendeurs? Il y a plus de gens qui veulent acheter, évidemment. Donc, vous avez une maison à vendre, 100 000 euros. Vous mettez une petite annonce sur Le Bon Coin ou sur Se Loger, vous avez 15 coups de fil en 1 heure. Et les gens vous disent, vous allez voir un agent immobilier ou votre notaire, il nous dit, ah non, 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 vous avez eu 15 coups de fil en 1 heure, non, non, c'est pas 100 000, vous pouvez mettre 110, 120 000, ça va partir. Et effectivement, il y a des gens qui ont accès au crédit qui ne sont pas à 10 000 euros près. Quand on rembourse sur 20 ans, on n'est pas à 10 000 ni même à 20 000 euros près. Ça va faire une petite différence de, je sais pas, 10, 15, 20 euros par mois, c'est pas grand-chose. Donc, le fait que le crédit soit accessible, ça va faire qu'il y a plus d'acheteurs que de vendeurs, et que donc les vendeurs vont avoir tendance à monter un petit peu leur prix. Du coup, quelle est la conséquence de ça? C'est que les acheteurs potentiels, ils vont se dire, hé, t'as vu, les prix montent, c'est le moment d'acheter, avant que ça monte. En plus, le crédit est facile en ce moment, donc on va à la banque, on achète. On prend un crédit, on achète une maison. Du coup, il y a encore plus d'acheteurs de maisons, donc les vendeurs de maisons, ils augmentent encore leur prix. Du côté du secteur bancaire, qu'est-ce qui se passe? C'est normal. Vous voyez qu'il y a plein de gens qui veulent du crédit et que les prix de l'immobilier montent. Qu'est-ce que vous vous dites dans votre tête? Vous vous dites, attends, je peux prêter même à des gens qui n'ont pas trop les moyens, je peux desserrer un peu les contraintes et les critères de mon crédit, parce qu'au pire, comme les prix n'arrêtent pas de monter, ils vendront leur maison, ils solderont leur crédit et ils garderont la différence. La vie est belle. Et c'est ce qui s'est passé en 2007-2008 aux États-Unis. Ce que je suis en train de vous décrire là, c'est la bulle des subprimes. C'est-à-dire que l'atmosphère était tellement euphorique et les prix montaient tellement que tout le monde se disait, d'un côté, c'est le moment d'acheter, et de l'autre côté, c'est le moment de prêter. Et puis petit à petit, tout le monde avait emprunté. Tout le monde était devenu acheteur, tout le monde était devenu propriétaire. Et là, aussitôt, on se dit, attention, il y en a qui vont commencer à ne pas réussir à payer, qui vont commencer à vendre, la bulle va exploser, ça va être la crise instantanée. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut encore un peu gonfler la bulle. Il y a encore des gens qui ne sont pas endettés. Et là, aux États-Unis en tout cas, où le marketing est très très fort, les organismes de crédit sont allés embaucher des équipes de vendeurs pour aller dans les HLM et dans les quartiers pauvres pour dire aux gens, vous savez que vous pouvez être propriétaire? Mais oui, nous on vous donne de l'argent, on vous prête de l'argent, on vous prête de l'argent autant que vous voulez, vous commencez à rembourser dans 2-3 ans. Et vous commencez avec des tout petits taux d'intérêt. Après, si les taux d'intérêt augmentent, vous inquiétez pas, l'immobilier, c'est la bulle immobilière, l'immobilier n'arrête pas de monter. Donc de toute façon, vous revendrez votre maison le double dans 5 ans, et vous serez plus riche qu'avant, vous pourrez solder votre crédit et vous serez encore plus riche. Donc les gens ont dit, bon oui, vous croyez, vous êtes sûr? Oui, allez, on y va. Et donc, il y a des gens qui se sont retrouvés endettés, qui étaient des prêts ninja. No income, no job, no asset. C'est de l'anglais. Ça veut dire pas de revenus, pas de job, pas d'actifs. N-I-N-G-A. Ninja. Ça veut dire qu'on prête de l'argent à des gens dont on sait qu'ils ne pourront pas le rembourser. Et le seul pari qu'on fait pour savoir s'ils vont pouvoir le rembourser, c'est que l'immobilier continue à augmenter. C'est que la bulle continue à augmenter. Mais bon, une fois que tous ces gens-là ont été endettés, qui est-ce qu'on peut endetter? Là, il n'y a plus personne. Il n'y a plus que les chiens et les chats qui errent dans les rues. Et donc, il y a forcément un moment où les charges de crédit deviennent supérieures éventuellement au loyer qu'on pourrait tirer du bien immobilier en question. Et donc, quand les charges deviennent supérieures aux revenus, on est obligé de revendre parce qu'on perd de l'argent à chaque mois. Et donc, forcément, au bout d'un moment, quand tout le monde est endetté, il n'y a plus d'acheteurs et les gens commencent à vendre pour solder leur crédit et pour se débarrasser de leur crédit, pour se désendetter de leur crédit. Donc pendant la bulle, c'est une cascade d'effets procycliques. Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est qu'un effet procyclique? C'est un peu comme un dérapage. Vous savez, quand vous roulez sur la neige, tant que vous allez bien droit, ça va, il n'y a pas de problème. Et si vous commencez à vous mettre un tout petit peu en travers, si vous ne corrigez pas tout de suite, votre voiture se met à déraper et vous vous mettez en tête à queue. C'est-à-dire que le fait d'avoir fait un tout petit écart, ça a entraîné le fait que l'effet augmente, que votre tête à queue se produise.
c'est le petit déclencheur, c'est un effet procyclique. Le fait d'avoir fait un petit truc, ça a fait un grand mouvement. Et bien en économie, c'est la même chose. Quand il y a des gens qui veulent emprunter, ce qui fait qu'il y a beaucoup de monnaie qui est injectée dans l'immobilier, ce qui fait que les prix de l'immobilier montent, le fait que le prix de l'immobilier monte fait que les gens se disent c'est le moment d'emprunter, les secteurs qui émettent l'argent se disent c'est le moment de prêter, ça fait encore plus d'argent qui va dans le secteur immobilier, donc l'immobilier monte, ce qui fait que la confiance augmente, donc l'immobilier monte, etc. C'est un effet procyclique. Le fait que les gens empruntent fait monter l'immobilier, le fait que l'immobilier monte fait emprunter les gens. Jusqu'au moment où tout le monde a emprunté, et à ce moment-là, tout s'inverse. Le fait que l'immobilier commence à descendre fait que le secteur bancaire se dit « Attention, la bulle est terminée, ils ont commencé à vendre, on arrête de prêter, c'est fini, de toute façon, il n'y a plus personne. » Et les emprunteurs se disent « La maison est en train, le prix de notre maison est en train de baisser, il faut vendre tout de suite avant que ça baisse complètement, parce que là, c'est le dernier moment, il faut qu'on vende, qu'on solde le crédit et qu'on sorte très vite de cette situation-là. » Et donc, tous les effets se basculent, et le fait que les prix baissent fait que les prêteurs ne prêtent plus, les emprunteurs n'en prêtent plus, du coup il y a moins de monnaie dans l'économie, du coup il y a beaucoup plus de vendeurs que d'acheteurs, du coup c'est les acheteurs qui mènent le marché et c'est les vendeurs qui sont obligés de baisser leur prix. Parce qu'ils mettent une annonce à 100 000, il n'y a plus personne qui téléphone. Donc ils mettent à 90, à 80, jusqu'à ce qu'il y ait quelqu'un qui arrive. Les rares personnes qui arrivent, qui ont les moyens d'acheter une deuxième ou une troisième maison, il n'y en a presque plus. Et donc le fait que ça baisse fait qu'il y a de moins en moins d'emprunteurs, qui fait qu'il y a moins en moins de monnaie, donc qui fait qu'il y a moins en moins d'acheteurs, donc qui fait que ça baisse en plus. Et là, c'est la crise des subprimes. Et comme on le sait, nous, parce qu'on a bien écouté tout à l'heure et qu'on a vu que quand il y a de la monnaie qui est remboursée, ça détruit de la monnaie dans la masse monétaire globale, eh bien, il n'y a plus personne qui vient pour emprunter. Les nouveaux emprunteurs, là, il n'y en a plus. Il n'y a plus que des rembourseurs qui remboursent et qui détruisent la monnaie qu'on avait dans notre économie parce qu'ils arrivent à l'avoir pour eux et à la rendre au secteur monétaire qui l'a réduit à zéro. Donc du coup, il y a de moins en moins de monnaie dans l'économie, du coup, il y a de moins en moins de transactions qui peuvent se réaliser, du coup, l'activité diminue et du coup, le chômage augmente. Ça va? C'est pas trop compliqué? Ça fume, hein. Je vois, ça fume. C'est ça le truc. Je vous dis pas. Hein. Alors, la croissance obligatoire. Bon, évidemment, dans un système comme ça, comment voulez-vous faire? On peut dire que pour qu'il y ait toujours à peu près la même somme d'argent, pour que, si on veut, il y ait une économie à peu près stable, sans boom économique, sans crise, l'idéal, ça serait qu'il y ait toujours à peu près la même quantité de monnaie qui circule. Bon, on gagnerait peut-être pas des 1000 et des 100, mais au moins on pourrait faire la même chose que d'habitude. Ça serait déjà pas mal. C'est un peu comme une baignoire. Je ne sais pas si vous avez vu sur internet, il y a une petite vidéo qui est très bien faite. Le gars, il a pris l'exemple d'une baignoire. Et il a dit, voilà, il faut qu'il y ait de l'eau dans la baignoire commune pour qu'on puisse faire nos business ensemble. Et donc la baignoire, voilà, elle est remplie aux 2/3, et il y a assez d'eau pour que tout le monde puisse bosser. Et la baignoire, elle se remplit quand il y a des nouveaux emprunteurs, et elle se vide quand il y a des remboursements. Et donc s'il y a plus d'emprunteurs que de remboursements, l'eau monte, on a plus de monnaie, l'activité augmente, il y a plus d'emplois. S'il y a moins de nouveaux emprunteurs qui arrivent et plus de rembourseurs qui remboursent, l'eau baisse dans la baignoire. Du coup, il y a moins de monnaie, du coup, on peut moins faire de transactions, du coup, il y a moins d'activité, plus de chômage. Et donc avec l'histoire de la baignoire, on comprend bien qu'il faudrait qu'il y ait une masse monétaire à peu près stable tout le temps. Mais dans un système comme ça, c'est pas possible, puisque quand il y a de la monnaie qui arrive, ça fait monter les prix, et ça fait un boom économique qui fait qu'il y a de plus en plus de monnaie. Donc on n'arrête pas d'avoir l'eau qui monte, l'eau qui descend, l'eau qui monte, l'eau qui descend. C'est pour ça qu'on est dans une société complètement, comment on dit, il y a un mot en psychologie, bipolaire. Bipolaire. Un jour, c'est la folie, c'est l'euphorie, voilà, les 30 glorieuses, les années 80, et puis le lendemain, pouf, tout d'un coup, c'est la dépression. C'est pas étonnant qu'on consomme beaucoup d'antidépresseurs. Dans une société comme ça, c'est normal. Alors, on peut dire que quand il y a assez de monnaie dans l'économie, bon, ça va, tout va bien. Quand il y en a plus, l'activité augmente, quand il y en a moins, c'est la crise. Bon. Mais, s'il y a de la nouvelle monnaie qui arrive, c'est parce qu'il y a des nouveaux emprunteurs qui arrivent. Et donc il faut tout le temps qu'il y ait de la croissance pour qu'il y ait plus de monnaie pour rembourser les intérêts de la dette. Parce que là, je pense que maintenant vous avez bien compris que toute la monnaie qu'on a dans la baignoire, elle vient d'une dette. Elle vient de quelqu'un qui s'est endetté pour la créer. Si on a de la monnaie sur nos comptes bancaires, c'est parce que quelqu'un en amont est allé dans une banque pour en emprunter, en avoir sur son compte et la dépenser. Sinon, on n'en aurait pas de la monnaie sur nos comptes.
Les gens qui font ça, qui créent cette monnaie-là, c'est soit des particuliers qui empruntent pour des crédits immobiliers ou des voitures ou des choses pour des grosses sommes, soit les entreprises qui empruntent également et qui sont obligées d'emprunter. S'il y a des entrepreneurs dans la salle, vous le savez bien, dès qu'on a un besoin en fonds de roulement, c'est-à-dire dès qu'on a un décalage entre les recettes et les dépenses, on est obligé d'emprunter. On n'a pas les moyens d'avoir de la trésorerie dans une entreprise comme ça, dans une économie comme ça. Donc, soit un particulier qui emprunte pour un crédit personnel, soit une entreprise qui emprunte pour financer un investissement ou financer son besoin en fonds de roulement. Mais qu'est-ce qui se passe quand il y a la crise? Tous les particuliers, ils pensent qu'à une chose, c'est à se désendetter. Plus personne n'a envie de prendre un crédit pour acheter. Les entreprises, elles cherchent à tirer sur leur marge, elles cherchent à réduire leur masse salariale, elles cherchent à trouver les meilleurs fournisseurs possibles pour payer le moins cher possible, et elles cherchent à s'endetter le moins possible en période de dépression, en période de crise. Donc qui y reste pour créer de la monnaie par le crédit? Quel est le troisième agent économique dans une société? C'est l'État. Et donc on a beau dire le déficit public, la dette, le déficit public, la dette, s'il n'y avait pas l'État en dernier recours pour s'endetter, évidemment, et réinjecter un peu de monnaie dans une société en crise, ça serait bien pire que ce qu'on connaît actuellement. Si nos pays arrivent à survivre sans qu'il y ait la révolution et sans qu'il y ait trop de gens dans les rues, c'est parce que l'État est en déficit. Et que l'État, finalement, joue le rôle de prêteur en dernier ressort. Et le problème, c'est que dans tous les pays, tous les États, il n'y a plus aucun État qui frappe monnaie. Il n'y a plus aucun État dans le monde qui a sa souveraineté monétaire. Tous les États ont une banque centrale. Et en Europe, c'est encore pire. Tous les États se sont obligés à avoir une seule banque centrale, la Banque centrale européenne. Les banques centrales nationales ne servent plus à créer de la monnaie. Résultat, il y a eu des époques dans l'histoire où les États, les gouvernements, se réservaient le droit de frapper monnaie à taux zéro. C'est-à-dire de dire à la Banque centrale, si elle existait, donnez-nous 10 milliards, faites-nous un transfert de la Banque centrale de 10 milliards de francs sur le compte du Trésor public, et nous allons dépenser ça dans l'économie, à taux zéro. On vous rendra le principal, mais il n'y a pas d'intérêt dessus. Donc il y avait, grâce à ces systèmes-là, l'État frappe monnaie, il y avait assez de monnaie dans l'économie. Ça dépendait des décisions démocratiques des États. Je dis démocratique entre guillemets, parce qu'évidemment ça peut être sujet à des abus. Mais maintenant, étant donné que les États se sont obligés eux-mêmes à emprunter leur propre monnaie en Europe à la Banque centrale européenne, la Banque centrale européenne fait payer un intérêt sur cet argent-là. Les marchés financiers auxquels la France, par exemple, est obligée d'aller emprunter, l'État français est obligé d'aller emprunter de la monnaie sur les marchés financiers pour financer ses propres dépenses et ses propres investissements, cette monnaie-là, il faut rendre des intérêts dessus. Donc l'équivalent de... Évidemment. Donc, est-ce que vous... Je vais vous demander d'essayer de faire l'équivalence entre un système où, quand on injecte de la monnaie dans l'économie, il faut en rendre plus que ce qui a été injecté, et un système où, si on injectait juste assez de monnaie dans l'économie, il faudrait aussi en rendre plus que ce qui a été injecté. Dans les deux cas, est-ce qu'il y a trop ou pas assez de monnaie dans l'économie, dans la masse monétaire? Sachant que quand on injecte de la monnaie, il faut en rendre le double tous les 20 ans. Il n'y a jamais assez de monnaie. Il n'y a jamais assez de monnaie. Il y a toujours plein de gens dans la société, soit des emprunteurs particuliers, soit des entreprises, soit l'État lui-même, qui n'a pas assez de monnaie pour rendre aux gens à qui il l'a emprunté. Le particulier, on l'a vu tout à l'heure, il faut qu'elle trouve 200 000 euros alors qu'il n'y en a que 100 000. Les entreprises, il faut qu'elles trouvent 100 000 euros alors qu'elles ont emprunté 100 000, il faut qu'elles rendent 200. Et les États, c'est pareil. Ils ont emprunté 100 000, il faut qu'ils rendent 200. Donc, il n'y a jamais assez. Donc, comment voulez-vous, dans une société comme ça, qu'on ait une société où les gens sont généreux? C'est pas possible. Puisqu'on est tous à se tirer dans les pattes pour trouver la monnaie dont on a besoin, soit individuellement, soit en tant qu'entreprise, soit en tant que gouvernement ou qu'État, pour en rendre plus que ce qui a été donné. Il n'y en a forcément jamais assez. Donc forcément que dans une société comme ça,
on est tout le temps en concurrence les uns avec les autres. Et on le constate bien. En famille, dès que ça parle de pognon, ça rigole plus. Les rares raisons où on s'engueule en famille, c'est pour des histoires de pognon. Et entre entreprises, comment voulez-vous que dans une entreprise, il n'y ait pas une concurrence entre les ouvriers, entre les salariés, parce que tout le monde a la trouille de perdre son job? Donc forcément qu'on se tire dans les pattes, forcément qu'on essaye d'être le meilleur et d'être en concurrence, et forcément qu'on déteste le patron, parce qu'il est tout le temps en train d'essayer de rabioter sur ses salaires. Mais le patron, il est dans la même situation. Il a son besoin de roulement à financer, il est obligé d'emprunter à la banque pour financer son besoin en fonds de roulement. Comment il fait pour rendre le double tous les mois de ce qu'il a reçu? Il est obligé de tirer les prix, il est obligé de baisser ses salaires, il est obligé d'aller chercher le moins cher possible, même si c'est au bout du monde, il s'en fout. Il est obligé d'aller chercher la rentabilité à tout prix. Et les États, c'est pareil. Ils sont obligés de taxer leur population. Parce que c'est pareil, il faut qu'ils rendent le double à chaque fois qu'ils créent de la monnaie et qu'ils injectent de la monnaie dans leur économie. Et donc, regardez dans quelle situation on se retrouve au niveau de la société dans son ensemble. On se retrouve avec des particuliers qui ont emprunté, qui sont obligés de trouver le double de ce qu'ils ont emprunté. Donc, ils nous tirent dans les pattes, ils essayent d'être les meilleurs et de nous prendre dans les poches pour rendre leur argent. Ils ne peuvent pas faire autrement. On a des entreprises qui sont obligés de rechercher la rentabilité, et pour payer en dernier recours les intérêts de leurs propres emprunts, comment ils font? S'ils ne veulent pas faire faillite, ils augmentent un peu leur prix. Et qui c'est qui paye? C'est tout le monde. Et les États, comment ils font pour rembourser leurs emprunts? Ils augmentent les impôts. Est-ce que vous savez quel est le poste le plus important du budget de la France en ce moment? Est-ce que c'est l'éducation? Est-ce que c'est la défense? Est-ce que c'est la recherche? C'est le service de la dette, depuis 2 ans. C'est le poste le plus important. Donc faites le calcul, hein. Ça représente la totalité de l'impôt sur le revenu. Ça remonte au secteur bancaire. Tous les prix qui sont augmentés et qu'on paye tous les jours, ça remonte au secteur bancaire. Tous les emprunts que les emprunteurs personnels retrouvent dans l'économie, ça remonte au secteur bancaire. C'est une prédation colossale. Et qui est très difficile à percevoir, parce que quand on est dans le système, personne ne se rend compte vraiment de la prédation qui est exercée, de la spoliation qui est exercée au niveau de tout le monde par ce système. Ce n'est pas les individus qui sont cupides ou qui sont méchants ou qui cherchent à tirer la couverture à eux. Si on joue au Monopoly, il n'y aura forcément qu'un seul gagnant et tout le monde va être frustré autour. Si on joue à un autre type de jeu où tout le monde s'entend bien, où le jeu peut continuer autant qu'on veut, tout le monde sera content. Là, je passe un petit peu à la philosophie, parce que c'est important de ne pas accuser, de ne pas s'accuser les uns les autres. Dans un système comme ça, ce qui est très important, c'est de comprendre qu'on a des règles du jeu qui sont tordues. Et que c'est pas parce que toi, tu bosses dans une banque que tu es responsable de ça. Évidemment que non. C'est ça qu'il faut comprendre. Il faut surtout éviter de se tirer dans les pattes à cause d'un système qui nous casse la vie. C'est ça qui est important. Et c'est ça que j'ai envie un petit peu de faire communiquer dans cette soirée. Parce que bon, la nature humaine, on a beau dire, il y a des gens qui disent « Ah oui, mais l'homme est méchant, tu sais bien, il y a toujours des méchants, etc. » Puis il y en a d'autres qui disent « Mais non, le fond de l'homme, c'est d'être gentil, il n'y a pas de problème. » Moi je dis la qualité principale de l'espèce humaine, et on le voit bien, si on est 7 milliards sur Terre, c'est quand même qu'on a eu du succès en tant qu'espèce humaine. Ça a pas mal marché pour nous. Hein, ça a mieux marché que les dinosaures pour l'instant. Si on a eu du succès, c'est parce que la qualité principale de l'espèce humaine, c'est de savoir s'adapter aux circonstances. C'est pas d'être bon ou d'être méchant, ou d'être généreux, ou d'être cupide. Vous nous mettez là tous autant qu'on est, après un crash en avion au sommet d'une montagne enneigée, au bout de 8 jours, on va se bouffer. Il n'y a pas de générosité qui tient. Maintenant, si vous nous mettez tous sur une île déserte avec trop de noix de coco, trop d'eau, trop de tomates, trop de fruits, trop de tout, on va tous être généreux. Hein. Il n'y a pas de problème. On s'adapte aux circonstances. Et si on est dans un système mal foutu, asymétrique, qui fait des avantages pour certains et qui prennent l'argent des autres, forcément qu'on va avoir beaucoup de mal à être généreux et à être sympathique et à être solidaire. Et donc c'est génial, parce que si on comprend et qu'on change le système, on va peut-être être généreux et solidaire. Alors évidemment, dans un système comme ça, c'est la rentabilité avant tout, c'est la croissance avant tout. Et il y a encore un truc, c'est que il y a des intérêts à payer sur toute la masse monétaire. On a vu, toute la masse monétaire, elle vient de là, elle vient de la dette, elle vient d'un endettement préalable. Donc, qui paye les intérêts, qui encaisse les intérêts? C'est ça la question. La réponse, elle est facile. Il y a des gens dans une société
qui ont un petit peu plus d'argent que la moyenne. Donc ils peuvent en mettre un peu de côté. Et là, je vais vous donner un truc absolument génial qui peut épater n'importe quel économiste, que vous sachiez ça, ou même n'importe quel banquier. Si vous dites ça, vous allez voir, il va falloir expliquer derrière. Ce qu'on a vu là tout de suite, c'est que quand une belle-sœur vient prendre un crédit, son crédit, quand elle le dépense, ça devient de la monnaie. Tout le monde a compris ça? Bon. Le plombier ou le maçon, s'il a plein de chantiers qui viennent, il va peut-être pas acheter tout de suite ses fournitures, il va peut-être pas payer ses ouvriers tout de suite, ça va s'étaler sur plusieurs mois. Donc s'il a beaucoup de chèques qui vont rentrer, grâce au crédit de la belle-sœur, qu'est-ce qu'il va en faire de son argent en trop? Il va le mettre à la banque. Il va le déposer à la banque. Ça va faire des dépôts à la banque. D'accord? Et donc, je ne sais plus, quelqu'un là-bas dans le fond disait tout à l'heure à la question d'où viennent les 100 000 euros, il répondait ce sont des gens qui ont épargné et qui ont. Et le banquier prête cet argent-là à quelqu'un qui en a besoin. C'est-à-dire que ça voudrait dire qu'il y a des épargnants qui ont des dépôts sur leur compte et que le métier de banquier, c'est de faire l'intermédiaire entre des épargnants qui ont des dépôts et des emprunteurs qui ont besoin d'argent tout de suite. Et si vous demandez à 90 personnes ou 100 personnes dans la rue quel est le métier de banquier, de la banque, il va vous répondre ça. Il va vous répondre le métier de la banque, c'est de récolter des dépôts et de prêter des dépôts à des emprunteurs. Et donc ce serait s'il n'y a pas de dépôt, on ne peut pas faire de crédit. Et vous allez pouvoir dire aux économistes et à des banquiers si vous les rencontrez que ce sont des belles-sœurs qui prennent des crédits et quand l'argent est distribué dans la société, il revient à la banque sous forme de dépôt. Et donc vous mettez votre main comme ça, vous faites un rond et vous dites les crédits font les dépôts. Et non pas les dépôts font les crédits. Vous dites non, c'est pas comme ça que ça marche. Tout le monde croit que c'est comme ça que ça marche, mais non. C'est les crédits qui font les dépôts. Avec votre main en rond comme ça. Vous allez voir, ça marche. Donc, pourquoi je disais tout ça? Ah bah oui, parce que il y a des gens qui ont des dépôts, des gens qui ont beaucoup de dépôts, qui ont énormément de dépôts. On les appelle comment? Les roches? Les riches. On les appelle les riches. Et puis il y a des gens qui n'ont pas de dépôt, il y a même des gens qui sont à moins dépôt. Il y a des gens qui sont à découvert le 15 du mois. Hein. Ça m'est arrivé, moi. Hein. Bon, maintenant vous allez m'acheter plein de livres, donc ça ne m'arrivera plus. Mais ça m'est arrivé. Eh bien, qui paye les intérêts? Qui reçoit les intérêts? Bah, le gars qui est à découvert le 15 du mois, il ne paye pas 3, 4, 5% d'intérêt. Hein. Combien on paye sur un découvert bancaire? Combien? 18. 17, 18. Hein. Ah, ouais. Et combien on perçoit sur les dépôts qu'on a en trop? 2, 3, 4, 5. Voilà. Combien? 1,25. Ah. Donc, alors, attention, parce que d'un certain point de vue, du point de vue en particulier de quelqu'un qui travaillerait dans une banque, on peut très bien affirmer, en étant parfaitement honnête et exact, que la banque vit de la différence entre les intérêts qu'elle verse aux déposants et les intérêts qu'elle perçoit des emprunteurs. C'est vrai aussi. Bon. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le gars qui a découvert à partir du 15 du mois, lui, il paye 18% d'intérêt à celui qui a trop de monnaie. Donc évidemment que nous sommes dans une société où plus t'es pauvre, plus t'es pauvre, plus t'es riche, plus t'es riche. Et donc c'est tout à fait normal que dans une société avec un système comme ça, les riches deviennent de plus en plus riches et les pauvres deviennent de plus en plus pauvres. Et là, j'ai trouvé ma réponse à la question du début. Comment ça se fait qu'il y a des gens qui gagnent 10 000 fois plus que les autres, qui sont en vacances tout le temps, qui ont des yachts et des appartements, et d'autres qui vivent sur le trottoir dans des cartons? C'est parce que ceux qui ont le moins de monnaie payent des intérêts à ceux qui en ont plus. Et donc forcément, dans un système comme ça, on a une société qui fait ça, où les inégalités n'arrêtent pas d'augmenter. Je ne sais pas si vous aviez vu l'année dernière sur Internet, il y a un article qui a fait un buzz, un tabac du tonnerre, qui disait, en 2013, les 85 personnes les plus riches détiennent autant de richesses que les 3 milliards 500 millions les plus pauvres. Plus fort? Aujourd'hui, c'est 67. Voilà.
Il y a un article qui est sorti la semaine dernière, ils ne sont pas 85, ils sont 67 maintenant, à détenir autant que les 3,5 milliards les plus pauvres. Je ne sais pas si vous voyez. Et il y a 10 ans, j'ai trouvé un truc cet après-midi, ils étaient 227. Donc on est un peu à la fin du Monopoly quand même. Hein? Il y aura plus, à un moment, si on continue comme ça, il n'y aura plus qu'un riche qui aura tout et 7 milliards qui n'auront rien. C'est l'aboutissement, c'est la partie de Monopoly, ça finit comme ça. Donc évidemment, c'est impossible. Donc c'est normal que les inégalités augmentent. Alors la démocratie dans tout ça, les politiciens dans tout ça, qu'est-ce qu'il leur reste à faire? Quel pouvoir ils ont pour diriger la société? Qu'est-ce que c'est que diriger une société dans un sens plutôt que dans un autre? À quoi ça tient? Quand on demande des décisions, quand on fait des propositions à des politiciens, à des gouvernements, et qu'on leur dit, bon, là, est-ce qu'on ne pourrait pas, par exemple, favoriser, je ne sais pas, la recherche, par exemple. Voilà, en 2015, tiens, on favorise la recherche. Comment on fait concrètement pour favoriser la recherche? On donne de l'argent, évidemment. La question de qu'est-ce qu'on fait dans le futur de notre société, c'est où est-ce qu'on investit? Est-ce qu'il y a une autre question? Et je ne vois pas qu'est-ce qu'il peut y avoir comme autre question. Parce que pour construire quoi que ce soit, pour payer des gens à faire quoi que ce soit, pour imaginer, créer quoi que ce soit, il faut qu'il y ait du crédit qui arrive pour financer la richesse future qui va se créer dans le sens où on veut la créer. Donc, si on est un politicien et qu'on dit « moi je vais financer, je vais faire une transition écologique », la première question que tout le monde vous pose, c'est comment vous allez payer? Comment vous allez financer ça? Ah ben on va augmenter les impôts. Oui, des riches. Mais bon, les riches par définition, est-ce qu'ils sont dans un pays à la fois? Où ils sont? Parce qu'on les laisse partir. Bah oui, évidemment. Donc, est-ce que le problème, ce serait pas comment on fait pour financer, c'est-à-dire pour attribuer du crédit à ce qu'on veut vraiment? Et qui décide de ce qu'on veut vraiment? Est-ce que on existe? Qui va dire « Ah, il faut faire ça » et l'imposer à tout le monde? C'est des décisions fondamentales, ça. En tout cas, dans l'état actuel des choses, l'attribution des crédits et de l'argent, vous pourriez prendre des fléchettes et tirer dans une cible, ça serait pareil. En gros, l'argent va dans l'immobilier, dans les marchés financiers, là où c'est rentable très vite et où ça rapporte plus que ce qu'on a mis tout de suite. Ce qui n'est pas rentable à long terme, et Dieu sait s'il y en a des choses, quasiment tout ce qu'il faudrait faire, c'est pas rentable à long terme. Toutes les décisions importantes, vous pouvez faire la liste, tout ce que vous avez en tête en tant que citoyen, je ne sais pas, tout ce dont vous rêvez, c'est pas rentable. Il faut investir d'abord pendant longtemps pour arriver à le faire. Une transition écologique, il faut investir longtemps, il faut perdre de l'argent longtemps avant que ça se mette en place. Faire de la permaculture, c'est pas rentable, c'est long, ça prend du temps, c'est difficile, c'est pas rentable, ça rapporte pas du fric tout de suite, c'est pas possible. Par contre, couper des forêts, ça rapporte du fric tout de suite. Aller piller des pays étrangers, ça rapporte du fric tout de suite. Donc ça, on le fait. On ne le fait pas forcément parce qu'on est méchant ou cupide. Bon, c'est vrai qu'il y a des psychopathes dans tous les gouvernements. Mais on le fait parce qu'on est un peu obligé par ce système-là. Donc forcément que la démocratie, dans un système comme ça, c'est pas évident de la mettre ou de la remettre en place. La démocratie économique, la vraie démocratie du financement. Alors on va parler pour finir des pays du tiers-monde. Parce que alors là, le système dont je viens de vous parler, il est merveilleux parce que, bon, c'est très bien d'endetter une belle-sœur dans une petite ville, c'est très bien d'endetter une grosse entreprise dans une capitale, mais le top du top, c'est d'endetter tout un pays d'un coup. Et là, il y a des spécialistes de ça, il y a le Fonds monétaire international, il y a la Banque mondiale, il y a l'OMC, qui ont des individus, des équipes particulières qui vont dans les pays pauvres, en général où on peut trouver des ressources qui sont utiles aux pays riches, des ressources minières, des ressources géologiques, des ressources énergétiques, du pétrole, etc. Et on dit aux dirigeants de ces pays, est-ce que vous savez que vous êtes assis sur des montagnes de profits? Mais comment vous allez faire pour les tirer du sol, pour les extraire? Vous n'avez pas d'usine, vous n'avez pas de route, vous n'avez pas d'ouvriers, vous n'avez pas de savoir-faire, vous ne savez rien. Et pourtant, Dieu sait que vous pourriez vous enrichir, et enrichir votre population. Ben non, on ne peut rien faire, on n'a rien, on n'a rien.
Écoutez, nous, on est le FMI, on est la Banque mondiale, on peut vous prêter des milliards de dollars. Et avec vos milliards de dollars qu'on va vous prêter, vous allez pouvoir exploiter vos ressources et nous rembourser haut la main sans problème. Mais il y a une petite clause dans le contrat de prêt, et de toute façon vous ne pouvez pas y couper, c'est que vous allez avoir besoin de routes, vous allez avoir besoin d'un port pour que les pétroliers puissent aborder, vous allez avoir besoin d'un pipeline pour aller des puits de pétrole au port, vous allez avoir besoin de soldats pour protéger le pipeline des terroristes, donc on amènera aussi quelques soldats, et vous allez avoir besoin de beaucoup d'argent pour financer tout ça. Et à qui vous allez acheter tout ça? Où sont vos entreprises? Mais on vous a dit on n'a pas d'entreprise. Ah bon? Bah écoutez, c'est pas grave, nous on en a. En Occident, beaucoup, on en a plein. On a Halliburton qui fabrique des usines, on a Areva qui a besoin d'uranium, on a Bouygues qui fabrique des autoroutes, des ports, tout ce que vous voulez, on va vous faire ça aux petits oignons, pas de problème. Et c'est comme ça que ça marche. On vous prête 15 milliards, sous réserve que vous fassiez travailler nos entreprises, et de toute façon, vous ne pouvez pas faire autrement. Donc regardez bien ce que ça fait au point de vue monétaire. Il y a 15 milliards qui sont créés ex nihilo par le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. Le Fonds monétaire international, c'est un organisme qui récupère quelques dépôts de la plupart des pays de la planète qui servent de garantie pour faire des crédits, des prêts aux pays sous-développés. Donc il y a 15 milliards qui partent de la Banque mondiale et qui vont sur les comptes du pays sous-développé. Et aussitôt ces 15 milliards-là qui sont dans le pays pauvre, ils retournent dans le pays riche pour aller payer des entreprises occidentales qui vont dans le pays pauvre faire du boulot, construire des trucs. Du point de vue du pays riche, quand vous allez vendre des produits et des services dans un pays pauvre à l'étranger, pour vous, c'est quoi? C'est des exportations ou des importations? Des exportations. Voilà. Je vais aller exporter une usine, Areva, moi français. J'exporte une usine. J'exporte du travail. J'exporte des chars. J'exporte des fusils. J'exporte des outils, de l'outillage. Donc, ce qui est génial, c'est que les 15 milliards qui sont partis des pays occidentaux, qui sont allés dans le pays pauvre, il y a des services qui sont exportés par les pays occidentaux envers les pays pauvres, et l'argent, qu'est-ce qu'il fait? Il revient dans les pays riches, les 15 milliards, ils reviennent. Bon. Et donc les 15 milliards, c'est comme si on avait eu une belle-sœur qui avait emprunté 15 milliards et qui nous les distribue, puisque les ouvriers des entreprises des pays occidentaux, les actionnaires des entreprises des pays occidentaux, ils vont avoir plus d'argent, grâce à ces 15 milliards qui reviennent. Donc ils vont les dépenser dans l'économie, ça nous fait des transactions nouvelles, de l'emploi nouveau, qui va ruisseler dans notre économie. Mais c'est pas tout à fait comme si c'était des belles-sœurs qui les avaient empruntées, parce que les belles-sœurs, il aurait fallu qu'elles rendent les intérêts, et donc qu'elles reprennent leur argent, et qu'elles en reprennent le double, et que nous, on ait des nouveaux emprunteurs qui arrivent pour payer les intérêts des nouvelles belles-sœurs. Là, non. C'est qui la belle-sœur qui paye les intérêts? C'est les pauvres. C'est les pays sous-développés. Et donc on a été leur construire des trucs qui vont nous permettre d'exploiter leur richesse. On a eu de la monnaie en plus qu'on a créée nous-mêmes en la faisant passer par les pays pauvres, mais qui revient chez nous net d'intérêts. Et qui paye la dette, qui paye les intérêts, c'est le pays pauvre. Et ils ont deux solutions. Soit ils empruntent à nouveau le montant des intérêts pour pouvoir nous les rembourser, ce qui double leur dette. C'est pour ça que des fois vous entendez des présidents de pays sous-développés qui disent « Mais c'est pas possible, on l'a déjà payé 15 fois la dette, comment ça se fait qu'il faut qu'on paye encore ?» C'est parce qu'ils ne peuvent pas la créer. C'est parce que pour rembourser des dollars, il faut qu'ils les empruntent. Puisqu'il n'y a que nous, les Occidentaux, qui peuvent créer des dollars pour les endetter. Et donc, soit ils empruntent pour continuer à payer leurs intérêts, soit ils vendent leurs ressources pour presque rien. Ce qui nous permet à nous d'avoir le niveau de vie qu'on a. Et d'avoir les ressources des pays sous-développés, qu'on a bien choisis parce qu'ils étaient riches en ressources dont on a besoin, et d'avoir le niveau de vie qu'on a, et d'avoir de l'essence pas chère, et d'avoir des iPhones pas chers, etc. C'est grâce à ça. Donc il faut réfléchir à ça aussi. Il faut savoir que si on a le niveau de vie qu'on a, c'est parce qu'il y a une prédation sur les ressources de la Terre entière, qui nous profitent. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Bon, on va quand même passer un peu à des choses plus gaies. Parce qu'il y a plein de moyens de changer ça. On va passer aux solutions, aux alternatives. Qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que c'est la question qu'on se dit. Attends, bon, d'accord, ça y est, on a compris, tu as bien foutu le moral à zéro, on a un système qui marche sur la tête, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça aille quand même mieux?
et que ça soit un peu plus équitable. Alors il y a deux grandes catégories de solutions. Il y a les solutions qui ont tendance à réformer le système existant, à le changer, à l'améliorer. Et il y a les solutions qui ont tendance à créer d'autres systèmes alternatifs, parallèles, qui ne tiennent pas compte du système existant. Alors il y a une première proposition, et ça c'est un groupe anglais qui s'appelle Positive Money, qui est à fond là-dessus, qui est déjà très connu en Angleterre et qui commence à essaimer dans le monde entier, qui consisterait à dire tout simplement, déjà, le premier pas, ça serait petit à petit, modestement, modérément, d'essayer de dire au secteur bancaire, il va falloir qu'on réduise la part de monnaie qui est injectée sous forme d'emprunt, sous forme de crédit, de manière à ce que les gens puissent se désendetter et qu'on essaye de sortir de ce système où pour avoir une brique de monnaie, il faut qu'on prenne 2 briques de dette. Déjà, rien que ça soulagerait terriblement. Parce que pour l'instant, comme on l'a vu, 90-95% de la monnaie bancaire, elle vient d'un emprunt préalable. Et donc on pourrait essayer d'aller à 50%. Voilà, on laisse 50% de la création de monnaie bancaire au secteur bancaire par l'emprunt. Et on pourrait dire aux États, on redonne aux États, individuellement ou collectivement par la Banque centrale, ils sont en train de chercher des solutions dans ce sens-là. On pourrait dire, on redonne la possibilité aux banques centrales alliées aux États, avec moins d'indépendance de la Banque centrale par rapport aux États, de recommencer à frapper monnaie à taux zéro, pour que les États reprennent le droit de leur souveraineté monétaire et puissent reprendre le droit de dépenser de la monnaie dans l'économie, suivant des décisions démocratiques, si possible. Et là, ça pourrait nous redonner, si on est capable d'élire des gens qui prennent des décisions qui nous conviennent, ça pourrait redonner à l'État de financer des projets communs. Des projets qu'on aurait décidés démocratiquement sans qu'il y ait de dette associée. C'est ça le but. Et l'aboutissement de ce raisonnement-là, c'est ce qu'on appelle, ce que les gens qui prônent cette réforme-là appellent le 100% monnaie. Ça voudrait dire, on explique au secteur bancaire qu'il va falloir arrêter d'injecter de la monnaie sous forme de crédit, sous forme d'emprunt, d'emprunteurs, que ce soit l'État, les entreprises ou les particuliers, et on va dire que la banque reprendrait son ancien métier, reprendrait le métier que tout le monde croit qu'elle fait, de récolter des dépôts et de les prêter à des gens qui ont besoin d'emprunter. On peut dire ça, c'est le 100% monnaie. Et la monnaie, elle n'est plus injectée par le crédit. Pour que les banques aient des dépôts et puissent donner des crédits, en amont, c'est l'État qui crée la monnaie, qui frappe monnaie à 100% à taux zéro. Et alors, ce qui est très surprenant, c'est que c'est une proposition qui a été faite en 1931-32, à la suite de la crise de 1929. Parce que déjà en 1929, il y avait des économistes qui avaient compris tout ce que je viens de vous dire là, et qui proposaient la même solution, le 100% monnaie, que redonner le pouvoir de créer de la monnaie à l'État, et de la distribuer lui-même dans l'économie. J'ai écrit ce petit bouquin-là, je ne sais pas si vous connaissez les économistes atterrés. C'est un groupe d'économistes qui a écrit il y a au moins 3-4 ans maintenant un manifeste, et ils ont appelé ça le manifeste des économistes atterrés. Il y avait des bonnes propositions dedans. Et moi j'ai fait un travail de recherche, je suis allé rechercher, creuser dans les anciens économistes des années 30, 31, 32, qui s'appellent Keynes, Friedman, Henry Simons, Fisher, Maurice Allais, notre prix Nobel d'économie, etc., qui arrivaient exactement aux mêmes conclusions. La création de crédit, la création de monnaie bancaire par le crédit, c'est une hérésie, ça fait des booms, des dépressions, ça fait des inégalités, etc. Tout ce que je viens de vous dire, je ne vais pas répéter. On pourrait revenir à la souveraineté monétaire des États qui pourraient émettre de la monnaie à taux zéro, et 100% de la monnaie serait émise comme ça, et les banques reprendraient les dépôts pour faire des crédits. Et donc j'ai écrit ce petit manifeste-là, parce que comme je suis allé creuser dans les vieux économistes de dans le temps, je l'ai appelé le manifeste des économistes déterrés. Et je me suis aperçu qu'aujourd'hui, en 2013 et en 2014, il y avait des économistes contemporains, là, pas des déterrés, qui avaient fait les mêmes analyses, qui reprenaient les anciennes analyses des années 30, et qui disaient encore une fois la même chose. Mais cette fois-ci, ils sont un peu plus écoutés, parce qu'ils font des conférences et des colloques à la Banque mondiale, au Fonds monétaire international. Et donc, ce que j'ai constaté, c'est que même au plus haut sommet de la hiérarchie financière, ces analyses commencent à prendre corps. Et même les banquiers centraux commencent à se dire on est dans un système qui est trop dangereux, qui génère trop d'inégalités, qui génère trop de souffrance dans toute la population, et finalement, même les gens qui en profitent sont en danger. Parce qu'ils se rendent bien compte qu'il y a un moment où ça pourrait péter, et où ils pourraient se retrouver peut-être avec la tête au bout d'une pique, je ne sais pas.
Et donc il y a des analystes au plus haut niveau qui font ces mêmes analyses-là et qui arrivent aux mêmes conclusions. Donc ça, c'est le 100% monnaie. Ensuite, il y a d'autres solutions qui peuvent être intéressantes. C'est par exemple l'euro-franc. Alors l'euro-franc, on va parler tout de suite des monnaies complémentaires. Une monnaie complémentaire, c'est une monnaie qui essaye de remplacer ou de faire une béquille, si vous voulez, au système monétaire existant, sachant que dans l'euro, il n'y a jamais assez de monnaie pour les raisons qu'on vient de voir, donc c'est la bagarre entre tout le monde est endetté, etc. Donc peut-être qu'en créant une monnaie à part, une monnaie locale par exemple, peut-être qu'on pourrait déjà réaliser des transactions entre nous. On pourrait inscrire des épiceries, des entreprises, etc. On pourrait aller chercher de cette monnaie locale-là, elle resterait dans la région, et ça pourrait peut-être relancer l'économie locale. Oui, ça relance effectivement l'économie locale. Dans les années 30, il y avait des centaines de monnaies complémentaires comme ça, en particulier en Allemagne, il y en a eu aussi aux États-Unis juste après la crise de 29, et localement, dans certaines villes, ça a eu des résultats époustouflants. Ça a réduit le chômage, les gens se sont remis à produire, ça a relancé l'activité. Donc la monnaie locale complémentaire, c'est une solution qui est à la fois à côté du système existant et intégrée dans le système existant. Et alors il y a une proposition qui s'appelle l'euro-franc. Alors j'ai un ami qui s'appelle Yolande Bresson, qui est un économiste, qui a cette solution-là. C'est de dire, au lieu, on garde l'euro par exemple pour les transactions internationales, et on recrée dans chaque pays une monnaie locale nationale. Un euro-franc, un euro-marque, une euro-lire en Italie, etc. Et cette monnaie-là, elle est créée à taux zéro, à 100% par l'État, qui la dépense dans l'économie, qui fait ce qu'il veut, des hôpitaux, des routes, une transition écologique, peu importe, et qui relance l'économie au moins dans chaque pays. Cette monnaie-là, elle ne sort pas du pays. Si on veut sortir du pays, faire des échanges internationaux, on utilise l'euro. C'est un système à double monnaie. Il y a eu beaucoup de périodes dans l'histoire, en particulier au Moyen-Âge, où il y avait deux monnaies qui circulaient en même temps. Une monnaie pour les grands échanges, une monnaie pour les échanges locaux. Et donc la proposition de Yolande Bresson, c'est un monsieur, Yolande, L-A-N-D, Bresson, qui commence à prendre du poids, qui est en train, j'ai vu tout récemment, d'être reprise par un politicien Dupont-Aignan. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Il est en train de reprendre cette idée-là de l'euro-franc. Ça serait peut-être pas mal, déjà, pour relancer l'économie au niveau local, au niveau national. Alors, il y a encore plein d'autres solutions. Les monnaies alternatives. Et alors, il y a aussi, on peut créer dans nos villes, dans nos campagnes, des moyens d'échapper complètement aux échanges monétaires. On peut se faire des transactions entre nous sans monnaie, avec un système d'échange local, un CEL. Il n'y a pas de monnaie. Je t'achète quelque chose, je vais à moins 10, tu montes à plus 10. La somme est toujours à zéro. Il n'y a pas de création monétaire. On peut descendre à moins 10, moins 15, moins 20. Quand on fait notre transaction, si tu es à moins 1000, je ne te vends rien parce que tu es déjà trop en débit, ça se régule tout seul. Ça peut marcher, mais il y a un moment où on est coincé parce qu'on a besoin d'euros pour payer nos impôts, notre énergie, nos loyers, etc. Donc c'est toujours limité. Mais bon, c'est encore une béquille pour se sortir du système. Il y a aussi, j'en parle rapidement parce que c'est quand même important au niveau mondial, les monnaies cryptées universelles. Vous avez tous entendu le mot Bitcoin. Certains disent le Bitcoin. C'est une monnaie qui a des qualités et qui a des défauts, mais qui est un outil pour le futur, et ça ne sera pas la seule. Il va y en avoir d'autres, sur d'autres modèles, avec d'autres protocoles de création, qui sont censés permettre des échanges internationaux entre les personnes, par informatique. C'est encore une solution qui est, non pas à l'intérieur des systèmes existants, mais carrément au-dessus des systèmes existants, qui ne tient pas compte des systèmes nationaux ni des systèmes locaux. On peut en parler si vous voulez pendant le débat. Et alors, moi ce que je dis, et je ne suis pas le seul à le dire en France, c'est qu'on pourrait essayer de faire une association entre quelque chose qui est demandé par beaucoup de gens, qui s'appelle donner de l'argent aux individus pour leur permettre d'avoir un niveau de vie minimum. C'est une proposition qui s'appelle le revenu de base. Peut-être vous en avez déjà entendu parler. Ça consisterait à dire, t'es pauvre, t'es riche, peu importe, on te donne automatiquement 500, 800, il y a différents chiffres qui circulent, euros par mois. Inconditionnellement, universellement, quel que soit ton âge, ta condition, il suffit d'avoir un passeport français, tu le reçois. Alors ça peut être une mesure qui peut être financée en prenant aux riches pour donner à tout le monde. Mais il y a peut-être autre chose qui peut être intéressant. Il y a un principe, en France et dans le monde entier, qu'on appelle le principe de subsidiarité. Est-ce que quelqu'un
sait ce que c'est que le principe de subsidiarité. C'est un principe qui dit, dans une démocratie qui fonctionnerait bien, ce serait bien qu'on donne la possibilité de décider au niveau, de décider de ce qu'on va faire, au niveau où ce qu'on va faire va concerner les gens. C'est-à-dire, s'il y a des décisions à prendre au niveau national, on fait un référendum, on se décide au niveau national. Pour faire une guerre, financer une guerre, on décide au niveau national parce que c'est tout le pays qui s'engage. Au niveau d'une région, s'il y a des choses à financer au niveau d'une région, pourquoi est-ce que ce ne serait pas la région qui prendrait la décision de financer? Pourquoi est-ce que ça viendrait d'un technocrate dans un ministère à Paris? Au niveau d'une commune, pourquoi est-ce que ce serait le ministère des Transports qui déciderait si on fait un rond-point au bout de la rue? Pourquoi est-ce que ce ne serait pas les citoyens de la commune qui décideraient si on finance ou pas un rond-point au bout de la rue? Et si on pousse ce principe-là à son aboutissement, quel est le niveau le plus fin de subsidiarité dans une société humaine? C'est le citoyen, c'est l'individu, c'est l'être humain. Et donc, si on dit, redonnons à l'État le privilège de frapper monnaie à taux zéro. Et si on se dit, voilà, on veut financer en gros tel pourcentage de progression des échanges pour l'année prochaine, il va falloir créer, allez, 5% de monnaie en plus. Si au lieu de dire, c'est les technocrates qui décident, ou des groupes de gens qui décident, qui vont forcément faire des contents et des mécontents. Si on disait, on calcule la quantité globale de monnaie qu'on va rajouter dans l'économie pour favoriser des nouvelles transactions, pour favoriser de la création, et si on divisait tout ça par le nombre de citoyens, et qu'on dise, on donne à chaque citoyen de manière universelle et inconditionnelle sa part personnelle de monnaie. Libre à lui d'en faire ce qu'il veut, de l'épargner, de payer ses dettes avec, d'acheter quelque chose avec, de l'investir pour lui, ou avec ses amis, ou avec 1000 personnes, ou avec 1 million de personnes, pour financer quelque chose volontairement en commun. On parlait tout à l'heure de démocratie. La démocratie de payer ou de ne pas payer, de financer ou de ne pas financer. Là, je peux vous dire que là, on aurait chacun un sacré billet de vote, un sacré bulletin de vote dans la poche. D'avoir le pouvoir de recevoir sa part individuelle de monnaie et de financer ce qu'on veut, en se mettant tout seul ou à plusieurs. Une véritable démocratie économique. Et donc je me dis, voilà, pourquoi est-ce qu'on ne proposerait pas ça? L'État crée la monnaie, calcule la monnaie avec une formule particulière et distribue à chacun sa part naturelle, individuelle et inconditionnelle de monnaie, libre à lui de faire ce qu'il en veut. Je pense que ça serait pas mal. Voilà, je vous remercie, j'ai terminé. Merci beaucoup. Donc si vous voulez acheter mon petit livre, vous pouvez venir maintenant. Il y a 3 raisons d'acheter le petit livre. C'est très important, écoutez bien, parce que ce qu'on a dit là ce soir, bon, après les solutions, bon, ça on peut discuter toute la nuit. Ce qui est important déjà, je crois, c'est de comprendre le système, de comprendre ce qu'il y a qui ne va pas, ce qui ne marche pas, etc. Donc là, on a été quand même vite. Il y a eu quand même plein de choses importantes à assimiler, etc. Donc ce qui est important avec ce petit bouquin-là, c'est que si vous l'avez et que vous le lisez, il y a plein de gens qui l'ont déjà, ce qui est important, c'est que vous allez vraiment bien comprendre le truc, pouvoir bien le lire et le relire. Et ce qui est important, c'est que vous allez pouvoir le partager avec d'autres gens, diffuser le truc. Et je peux vous dire que là, en ce moment, on est comme une poêle de pop-corn. Vous savez, les pop-corn, quand on regarde dans la poêle, il n'y en a pas un qui pète. Et puis 5 minutes après, on soulève le couvercle, pop, 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 tout le monde se met à péter. On en est là, hein, au niveau de la monnaie et de la compréhension de tout ça. Il y a de plus en plus de gens que ça intéresse. Là, l'année dernière, on était 15. Là, on est 100. Et donc, c'est un élément essentiel de la connaissance. Mais c'est un élément essentiel aussi de bien le comprendre, de bien l'assimiler pour pouvoir en parler, l'expliquer, répondre aux questions, etc. C'est pas évident. Donc c'est pour ça que ce petit bouquin est bien. La deuxième raison, c'est que si je suis venu ici, c'est complètement bénévole, donc c'est ma seule rémunération si vous l'achetez. Et la troisième raison, c'est que si vous en prenez 1 ou 2 ou 3, bah, vous pouvez en offrir. Il y a un petit jeune homme là-bas qui a organisé la soirée, il en a acheté je ne sais plus combien pour donner à tout le premier rang là. Et donc, ce qui est important là en ce moment, c'est de s'informer les uns les autres, vraiment. C'est de se bouger un peu et puis d'essayer de trouver des solutions ensemble, de ne pas se tirer dans les pattes et de se parler et de faire des trucs, quoi. Même si on fait un petit sel dans son coin ou une monnaie complémentaire, bon, c'est déjà ça, c'est pas grave. Tout ce qu'on peut faire. Vous connaissez les colibris?
de Pierre Rabhi. Vous savez, le petit colibri. Il y a l'incendie dans la jungle, la savane brûle, et donc tous les animaux s'en vont, s'enfuient et tout. Et il y a un petit colibri, il vole, il va au lac, il prend une goutte d'eau dans son bec, il vole, il va jeter sa goutte d'eau sur l'incendie. Il repart, il va au lac, il reprend une goutte d'eau, il revient, il va jeter sa goutte d'eau sur l'incendie. Et il y a les lions, les éléphants qui lui disent « Mais écoute, arrête, à quoi ça sert? Ça sert à rien ce que tu fais. » Et le petit colibri répond « Je sais, mais je fais ma part. » Voilà. Si on fait un tout petit peu, une petite goutte d'eau chacun, franchement, changer la monnaie, ça peut changer le monde.